Un, deux, clac clac, le genou qui se tord, il se pète, il crie. Je fais, oh putain, c'est pas possible en fait. Il y a tellement plus à faire que de juste faire de l'antalgique sur le biseau. S'entourer de professionnels de santé, c'est jamais de l'argent foutu en l'air, faut le savoir. Je pense qu'investir sur sa santé, c'est ce qui est de prioritaire. Avoir des bases solides déjà avant de lire une étude. C'est-à-dire que tu peux lire une étude sur le renfort, mais si fondamentalement tu sais pas comment faire du renfort, qu'est-ce que t'en tires? Quel intérêt ils avaient à mener une étude sur 9 mois aussi mal faite? Ils ont forcément un truc à gagner, parce que une étude, pour la publier, il faut payer. Pour autant, le fond était merdique, bah, il se retrouve quand même inclus dans la méta-analyse. Faut savoir que si tu veux être un bon kiné, toi qui nous écoutes et que tu es kiné, il faut que tu sois. Ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est des données qui sont précieuses. Bienvenue dans Lifting Theory on Air, le podcast où nous plongeons au cœur de sujets variés autour de la performance, de la kinésithérapie et du développement personnel. Je suis Étienne et c'est avec plaisir que je vous convie à des discussions avec des invités passionnants dont j'admire les valeurs et le travail. Je vous souhaite une bonne écoute pour ce deuxième épisode avec Johan. Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast Lifting Theory on Air. Je suis Étienne et je refais cette intro parce qu'on a foiré la première et je reçois Johan pour ce deuxième épisode. Johan, comment ça va ? Ça va très bien, merci de nouveau. Toujours malade depuis 5 minutes, mais je vais essayer de faire au mieux du coup. Ça va le faire, on va tenir. Johan, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent, peut-être pas les rares qui te connaissent Les pas? rares qui me connaissent pas. Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Johan Lecdevire, je suis masseur, kinésithérapeute et coach, de nouveau si ça veut dire quelque chose encore à l'heure actuelle. J'ai fait mes études en Espagne et à l'heure actuelle j'exerce en cabinet libéral et sur du suivi à distance sur l'agglomération nantaise, diplômé depuis 2020, je te vois venir Étienne, l'année Covid, Il est fort. il est fort. Et donc on avait abordé un peu juste avant rapidement ton mémoire. Tu Ouais, peux nous en parler, nous en toucher deux mots encore? ouais bien sûr, parce que je disais justement juste avant que du coup au diplômé d'année 2020, tu demandais si j'avais volé mon diplôme, je t'ai répondu que non, j'ai galéré pour l'avoir, puisque c'était pendant le Covid et que j'ai dû changer de sujet au dernier moment. Et donc je suis passé donc j'ai fait une revue systématique du coup sur globalement les effets de la thérapie manuelle sur du diaphragme. Voilà, que je Du trouve coup, pas ouf finalement. avec cette première approche un peu dans le milieu scientifique, c'est quoi les points qui t'ont plu et ceux qui au contraire t'ont déplu, ou est-ce que ça t'a donné envie justement de pousser dans la recherche ou pas du tout? Pas du tout, mais ça va, enfin pousser dans la recherche. En faire en tout cas non. Lire, oui. Ce qui m'a le plus plu finalement, c'est de lire des articles, d'apprendre des choses finalement. Et ce qui m'a le moins plu, c'était de rédiger ce foutu mémoire, euh, c'est assez chiant. C'est plus un Et travail de bureau qu'autre chose. ouais, ouais. Par contre, t'apprends plein de choses par toi-même, et ça, c'est vraiment intéressant. Nous, je sais qu'on était assez peu accompagnés pendant la rédaction de notre mémoire. Nous, c'était un mémoire expérimental Mm. sur l'angle d'attaque pied-sol chez les trailers, donc quelque chose qui est plutôt intéressant, parce que maintenant on commence à en parler beaucoup de la technique de course. Euh, mais du coup, on était assez livrés à nous-mêmes et avoir une rigueur scientifique, enfin, c'est plus facile de critiquer la méthode scientifique d'une étude qui est déjà sortie que de toi être bien rigoureux pendant une année, pendant que tu mets en place toute ton étude. Euh, C'est sûr. et, et à la fin, tu te rends compte que tu as énormément de biais de partout, que ton étude, elle vaut pas grand-chose et que tu la défends comme tu peux le jour de la défense devant le jury. Euh, mais c'était plutôt marrant, mais une étude qui apporte pas grand-chose à personne. Est-ce que tu as fait des formations complémentaires depuis ton diplôme? Ou même avant Ouais. d'ailleurs? Euh, alors, on a eu une intervention du kiné du Real Madrid Basket, parce que j'étais à Madrid du coup, sur justement les pathologies tendineuses. Donc ça, c'était intéressant parce que du coup, finalement, à l'école, on avait d'intervention, c'était sur un séminaire, du coup, un week-end d'experts sur la remise à charge d'un tendon et plein de choses à ce sujet-là. Donc, est-ce que c'est une formation pendant l'école? Non, je pense pas, mais en tout cas, c'était un petit séminaire qui était intéressant. Donc, j'ai pas fait de formation pendant l'école et j'en ai fait par contre après, évidemment. J'ai attendu avant d'en faire un petit peu et j'encourage vraiment, c'est que mon avis personnel, mais les nouveaux diplômés à attendre un petit peu avant de faire leur première formation, histoire d'avoir un petit peu d'expérience sur le terrain pour vraiment savoir sur quoi s'orienter et essayer de tirer un maximum de bénéfices de leur formation puisqu'ils répondront directement à leurs problématiques.
et pas faire une formation comme une continuité des études finalement, parce qu'on sait pas trop, on se sent pas trop à l'aise et que du coup on a envie de prendre ce qu'il y a à apprendre. Je pense pas que ce soit bien. Enfin, je pense pas que du moins que ce soit le plus efficace. Pour en revenir aux formations que j'ai fait pas mal de formations sur l'épaule, sur les points trigger également, la mobilité, entre autres. Voilà. Ok, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur pour les nouveaux diplômés. Si tu te jettes sur une formation alors que t'es pas allé jusqu'au bout de ce que tu as appris à l'école, en fait, tu vas rien tirer de ta formation et tu vas rien non plus tirer de ce que tu as appris à l'école parce qu'on se rend compte de ce qui marche et ce qui marche pas que en l'appliquant et on se rend compte Ok. des limites seulement en les appliquant et en se creusant un peu la tête. Et en fait, si tu t'enchaînes une formation directe, tu te retrouves avec une énorme boîte à outils, mais tu sais pas reconnaître un cruciforme d'un tournevis plat. Et donc, en fait, t'as surtout jeté des sous par la fenêtre parce qu'il faudra que tu la refasses plus tard, quoi. Ouais, puis tu sauras même pas comment et quand mettre en pratique finalement. Tu vas, comme tu dis, tester le truc parce que tu l'as vu, y aller sans vraiment avoir un bon raisonnement derrière. Peut-être que tu l'auras, mais en tout cas, peut-être que tu passes à côté de certaines choses. C'est clairement ça, ouais. Euh, En ce moment, t'as lancé du suivi à distance. Ouais. Euh, T'as commencé ça quand? J'ai commencé ça en, allez, on va dire janvier, février l'année dernière. Avec un collègue, on avait déjà l'idée de le faire. On a mis en place pas mal de choses. J'ai fait la training psycho aussi, c'est en formation, on parlait juste avant, qui m'a orienté aussi pas mal sur, enfin, il m'a donné pas mal d'astuces sur la création de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Et aussi sur le matériel à avoir pour justement essayer de faire quelque chose de quali. Parce que mine de rien, c'est des choses que je n'avais pas. J'avais aucune idée. Pareil pour les plateformes de programmation en ligne, j'en avais testé quelques-unes, j'avais testé sur Google Sheet, Excel, etc. Ça me convenait pas trop, donc voilà, donc j'ai lancé ça finalement l'année dernière, ça fait un an maintenant, parce qu'on est en 2024, tranquillement, ça s'est mis en place à ce moment-là, et ça commence vraiment à porter ses fruits que très récemment finalement. Tu cibles les crossfitters? Est-ce que c'est ton cœur de cible ou c'est vraiment tu prends que cela, tu t'as choisi de traiter que ces profils-là? Euh, Principalement les crossfitters, parce que mon collègue avec qui je fais actuellement fait aussi du crossfit, et du coup on a la même niche. À la base, j'hésitais entre les crossfitters et les rugbyman, parce que je fais beaucoup de rugby aussi dans ma jeunesse, quand j'étais jeune et beau. T'as quel Mais âge, finalement, rappelle-nous? j'ai 27 ans. Finalement, et finalement, je me suis dit que peut-être se rabattre sur une seule niche, ce serait plus intéressant. Du moins, les personnes que je cible dans le contenu que je propose sur Instagram euh, se sentiraient plus ciblées finalement et un peu moins perdues sur cette page-là. Après, j'interviens dans une équipe de rugby aussi à La Chapelle, donc je suis amené à côtoyer des rugbyman. Et s'ils sont intéressés, on peut se voir pour faire de la prog. S'ils le sont pas, ils ont déjà un préparateur physique, etc. Donc c'est pas à moi d'interférer et de court-circuiter un petit peu le travail des autres. C'est intéressant aussi le lien entre le kiné, le prépa physique, le coach. Euh, c'est souvent assez flou la limite entre les deux, surtout dans un même club par exemple. Toi, comment tu définirais le moment où un athlète doit passer du kiné au prépa physique ou inversement, quel est le rôle de chacun à ce niveau-là? C'est une question qui est intéressante et en vrai, je pense qu'il y a la réponse, elle est très très compliquée. Euh, Là, ce qui est sûr, c'est que ça s'arrête pas à la douleur. Ça, c'est certain. L'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle vient de voir généralement parce qu'elle a des douleurs, ok? Ou qu'elle sent des gènes, ou qu'elle se sent instable, bref, peu importe. Qu'elle a tant de capacité à un instant T et que ce niveau de capacité, même avec ce niveau de capacité-là, elle a quand même ses gènes, etc. Et l'objectif, en fait, finalement, c'est qu'elle ne revienne jamais de voir, autonomiser un max les personnes et de faire en sorte de leur donner les qualités physiques et athlétiques, de telle sorte qu'en fait, leur capacité soit supérieure aux contraintes que leur sport leur impose. Moi, c'est ma vision. Donc finalement, ça va aller assez loin dans la réhab. Et effectivement, ça va se lisser en fait avec la prep fille, où c'est pas kiné
puis prépi ou kiné, puis coaching, etc. C'est vraiment un continuum où il va falloir continuer à faire les deux. Si la personne, elle a envie que je prenne en charge aussi son développement physique athlétique, même si on le fait déjà un petit peu, pas besoin de prépa, du coup je me prends pas trop la tête et je l'emmène où je veux aller. Si par contre il est accompagné par déjà un préparateur physique ou autre, il va falloir qu'on qu'on se mette des limites, qu'on se mette des objectifs. On dit ok, moi je veux que tu fasses tant, je veux que tu puisses faire ça sans avoir de problème telle ou telle période, je veux que tu puisses par exemple soulever telle charge sans douleur ou autre. Et à partir du moment où on a rempli nos objectifs, faut savoir laisser la main parce que sinon on réhab en vrai, on peut la pousser très 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 loin et ça peut ne jamais s'arrêter. Ça peut durer 1 an, 2 ans, pourquoi pas. C'est ça, on peut toujours pousser plus loin. Après, on passe sur, même on a l'aspect préhab, donc on va dire prévention des blessures. On peut jamais éviter des blessures, mais on peut toujours mettre en place des choses pour les minimiser leurs risques, on va dire. Et ça, c'est toujours des choses intéressantes qu'on peut, comme tu dis, pousser de plus en plus loin. Et après, jusqu'où on peut pousser, où est-ce qu'on doit s'arrêter, ça dépend aussi des objectifs de l'athlète, d'à quel point il est investi dans son sport à lui, et à quel point il a des grands objectifs derrière. Mais ça, c'est Et toujours des c'est choses à discuter avec lui. Ouais. ouais, c'est dur à dire aussi, mais des fois ça dépend aussi de toi et l'envie que tu as de mettre dans la réhab avec cette personne-là. Quand tu sens que la personne en face de toi n'a plus la motivation, n'a plus l'envie de le faire, à un moment donné, tu vas pas le faire, c'est pas non plus. Si les problèmes sont réglés, tu vas pas le forcer à continuer à faire sa réhab si tu estimes que c'est terminé. Et à un moment donné, il faut aussi laisser du lest. Et s'il revient de voir, bah, c'est tant pis pour lui. Mais, euh, mais ça fait aussi partie de la communication avec ton patient finalement, ou avec ton athlète. C'est un truc à voir dès le début finalement. Se mettre des objectifs communs. Tout à fait. Et aussi être conscient de nos propres limites en tant que professionnel de santé. À propos des blessures, est-ce que toi, tu t'es déjà blessé? Euh, Ouais, du coup, dans le rugby, j'imagine que oui. Dans le crossfit, pas quand même peut-être pas, t'es aussi. peut-être plus sage. Mais Non. quelles ont, quelles ont été ces blessures? Et est-ce que t'en as tiré des choses positives? Est-ce que ça t'a appris? Ouais. Alors, déjà, je me suis blessé plusieurs fois au rugby, effectivement, mais c'est dans ma fin de pratique. Enfin, c'est ce qui a déclenché en fait ma fin de pratique de rugby. Ça m'a mis un stop. Donc, j'étais en 19, donc en junior pour ceux qui font du foot. Enfin bref, moins de 18 quoi. Et je me suis fait une LMA du droit fémoral sur un sprint, pas la con. LMA pour ceux qui Enfin, connaissent c'est pas. une lésion myo-aponeurotique, donc en gros, c'est si tu veux ton tissu facial, donc la couche qui recouvre le muscle, a été lésionée. Donc ce qui est communément, c'est ce que les gens appellent une déchirure ou un claquage. C'est pas vraiment ça, pas vraiment une déchirure, mais ça peut y ressembler. Donc je me suis fait ça une fois, je suis allé voir le médecin, 3 semaines off, tu reprends, ok. Bon, a priori j'ai pas de connaissances sur le sujet, je ne suis que lycéen à l'époque, donc je fais, je j'attends 3 semaines, je reprends, rebelote, comme on dit pour ceux qui jouent à la belote. Du coup j'attends 3 semaines et je reprends plus Faux doucement, comme c'est bizarre. comme par hasard. Ouais. Donc je me suis fait ça 2 fois, après j'y suis allé beaucoup plus progressivement et par moi-même parce que j'étais pas vraiment bien encadré à l'époque. J'ai pas eu de réduc, il m'a pas prescrit de séance de kiné. Et si j'avais eu des séances de kiné, je ne sais pas sûr que ça se serait bien passé non plus, parce que des expériences personnelles, peut-être on en parlera plus tard, mais bref. Et donc du coup, suite à ma reprise, je me suis pété la main. Donc fracture certains os du carpe, donc os de la main ici. Et après, fracture enfin arrachement osseux de la phalange distale du doigt. Alors, vraiment, si vous le voyez bien, il est là, il est beau. T'as fait Le ça beau comment? doigt. Sur une réception de balle. D'accord, ok. Donc pareil, chirurgie de la main, attelle collé. Je suis resté comme ça pendant 3 semaines, j'ai enlevé et mon doigt elle a fait ouf. J'ai pas eu de réduc non plus, le médecin n'avait pas prescrit. Encore une fois, j'avais toujours aucune notion de ce qu'était la kiné pratique. Donc je savais pas si je devais y aller ou pas, parce qu'on n'avait pas prescrit. Et donc du coup mon doigt est resté comme ça. J'ai continué pendant mes études donc du coup de kiné à faire du rugby et aussi un peu en prépa. Je me suis répété encore 2 fois la même phalange sur le même truc. Après, je me suis dit, bon, j'ai arrêté parce que kinésithérapeute, a priori, on a quand même besoin de nos mains.
et je vais pas avoir, enfin, je vais pas continuer à me péter le doigt non-stop, sachant que quand ça m'arrivait, j'avais des TP de massage et que je me rappelle encore ma prof, anecdote folle, je vais la voir, je me suis pété le doigt la veille, hein. Je vais la voir avec mon truc. Franchement, c'était une attelle, mon attelle, c'était nimp, j'avais pas le temps. Je mangeais une Magnum, hein, tu vois, les glaces, avec le petit truc en bois. J'avais mis ça, j'ai mis du scotch, et basta, c'est bon. On m'avait saoulé. Je mets ça, et mon regarde fait, bah, tu enlèves ça. Je lui dis, ok, par contre, je peux pas faire le TP. Elle me fait, bah, si tu vas faire le TP. Je lui dis, bah, j'ai le doigt cassé. Et elle me dit, mais t'auras toujours un truc dans ta vie, donc tu fais le TP. Donc j'ai massé 4 heures, mon pote. 4 heures avec un putain de doigt cassé, un index. Avec un Horrible. doigt cassé. Quelle horreur. Ça t'a Horrible. réconcilié avec le massage? Absolument pas. Je passais comme ça, hein. J'en avais un à foutre, j'avais pas posé ça, je suis pas non plus fou. Bah, tu m'étonnes. Et donc voilà. Donc ça c'est pour mes blessures rugby. Et donc ça pour le coup ça a pris une certaine le doigt cassé là. Et le fait de masser et de manger sa douleur, je peux te dire que ça m'a pris quelque chose. Ça m'a ça m'a appris un peu à endurer. Et Ouais. euh, et le CrossFit classique en vrai pour s'il y a des CrossFitters ou même des gens qui font de la gym suspendue en vrai qui nous écoutent. Augmentation de la charge trop importante, trop rapide. J'ai voulu passer les paliers sans avoir les prérequis de force. Pathologie de surcharge au niveau de l'épaule, c'était la droite. Je pouvais plus me suspendre, clairement. Donc chiant, vraiment. Ça a duré longtemps. J'ai enchaîné avec Athletic Move avec Fred, où il y avait des modules de suspension forts, même si ça chargeait comme un cochon. Ça se passe sur une semaine, jour 3 force, que des RM, strict press, pull-up, etc. Bon, bref. Je suis sorti là, j'étais lessivé, épaule en vrac. Je fais ma réhab. Ça a duré le temps que ça a duré. Et ça s'est plutôt bien passé maintenant, parce que j'ai plutôt pas mal récupéré, j'ai plus trop de déficit de force en tout cas. Donc ça m'a appris la patience dans la réhab et voilà, apprécier le fait de le faire, savoir pourquoi on le fait, et vraiment être patient, parce que pour une épaule, et comme pour tout, ça prend vraiment du temps. Et la dernière blessure, grosse blessure que j'ai eue, bah c'était, je suis passé à 2 doigts de l'avulsion cette fois, mais du droit fémoral droit, celui qui m'avait fait chier un petit peu pendant ma jeunesse, sur un pauvre squat nul. Je me pose en bas, j'entends claque, je fais oh qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je remonte, je fais ah c'est bizarre, c'était dernière série, dernière rep, je veux le savoir, sur un vieux squat, vraiment. Et j'allais bosser après, et ça me lançait de plus en plus, et après c'était très très compliqué de marcher. Donc je suis allé voir le médecin du sport, on a fait une écho, c'était tendu pour ma gueule, j'ai fait la réhab, voilà. Et en vrai, ça peut servir vraiment, c'est intéressant parce que le contexte pour cette patho-là, c'est vraiment intéressant parce que c'est très commun chez plein de personnes en vrai, sans pouvoir en discuter. C'est que j'avais des antécédents et on sait que le facteur de risque numéro un pour une blessure, c'est déjà fait la blessure. Bon, c'était pas la même blessure, mais finalement c'était sur le même groupe musculaire et sur une lésion qui s'apparente un petit peu. On parle de lésion sur le corps musculaire quand j'étais au lycée, versus là plutôt au niveau de la couche tendineuse. Bon, ça, 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 ça s'apparente un petit peu quand même. Et j'avais une hygiène de vie absolument déplorable. Ça faisait un an que je m'entraînais à 6 heures le matin. J'allais bosser à 8 heures. Je finissais à 20 heures, 4 fois semaine. Au niveau de l'alimentation, c'était pas ouf. Et au niveau du sommeil, stress, compliqué. Donc, en vrai, quand ça m'arrivait, je me suis posé, j'ai réfléchi genre 10 minutes. Et c'est là où je me suis dit, ah, faut que je change quelque chose dans ma vie. Donc, grosse remise en Qu'est-ce que question à t'as ce moment-là. changé justement? Eh bien, mon alimentation, j'ai essayé de consulter, enfin d'aller voir un micronut. C'était pas dégueulasse, mais je pense que la répartition et les moments où lesquels je prenais mes repas et mes macros n'étaient pas bons, pouvaient être optimisés du moins. Je savais que mon petit déj n'était pas carré. Le soir, je mange pas mal de viande rouge, par exemple. C'est pas ouf pour le sommeil, d'après ce que j'ai compris. Euh, Peut-être mieux le prendre à un autre moment de la journée, du moins. Pareil au niveau de mes horaires, je les ai ralentis. Clairement, j'ai diminué mes horaires et j'ai décidé de faire mon sport en journée. Je voulais pas m'arrêter, hors de question. Donc j'ai décidé de me prendre une pause en journée, être plus en forme. Ça me fait moins d'amplitude horaire en plus, donc moins de fatigue finalement sur ma charge de travail et physique et psychologique aussi. Ouais, donc finalement les horaires de travail ça joue sur énormément de sphères derrière. Énormément, ouais. Ouais, Donc, clairement. donc ce qu'il y a à en tirer pour ceux qui nous écoutent et qui veulent un petit peu essayer d'avoir une vision globale sur leur hygiène de vie en ce moment, checkez votre sommeil, checkez vos horaires de travail, checkez l'heure à laquelle vous entraînez.
Euh, la nutrition, euh, là chez Johan, c'était déjà plutôt bien parce qu'on était vraiment sur de l'optimisation, mais checker le total calorique, votre répartition des macros, est-ce que vous avez assez de micronutriments, des choses très basiques, mais si ces facteurs-là sont pas cochés, si on n'est pas ok avec ça, tout le reste, l'entraînement, la préhab, etc., ça va être on va travailler presque dans le vide. Parce qu'en fait, la base, Donc, c'est déjà ça. on parle vraiment des piliers là de la récupération en réalité. Et oui, tu dis ça, et en fait, prenez une feuille, faudrait que je regarde, on en discutera peut-être que tu mettras ça en lien ou autre, des feuilles de quelle quantité de quel type d'aliments vous consommez en journée et dans la semaine, et vous pourrez vraiment être surpris des résultats quand vous mettez sur papier ce que vous prenez ou pas. Moi, je me suis rendu compte que je prenais pas de fruits, en fait, dans la semaine. Donc au niveau vitamines, c'était très 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 compliqué. Je prenais pas non plus de compléments de vitamines. Et je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai couché sur papier le truc. Ah, mais il y a une merde là quelque part. Il y a quelque chose qui va pas. Et des fois, on s'en rend pas forcément compte quand on est dans notre journée et dans notre mood. Mais dès que tu le couches sur papier, tout de suite, ça saute aux yeux en fait. Clairement. Soit écrire, soit on peut aussi prendre en photo tout ce qu'on mange sur la journée et le checker en fin de journée, la soirée, juste pour voir que parfois même on a des petites choses on s'en rend même pas compte qu'on les consomme, des petits grignotages ou des choses comme ça. Et en fait, ça s'accumule à fond sur toute la journée, donc sur toute la semaine, donc sur des années, etc. Je vais Est-ce que peut-être en toi, mettre des centaines. t'as- est-ce que t'as déjà compté tes macros avec une appli comme Je l'ai fait à l'époque, je le MyFitnessPal ou fais des choses plus. comme ça, ouais? Je l'ai fait à l'époque, je le fais plus. Ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Ça me mettait dans un mood un peu bizarre où tu culpabilises pas mal, t'es frustré un petit peu, t'as encore faim, pourtant t'as passé tes macros et tout. Je le fais plus, je sais que je consomme tant de calories, je fais de l'à peu près, ça marche bien pour l'instant. Si j'ai vraiment envie de optimiser tout ça, j'irai voir un lutte et je me casserai pas le cul. Vraiment, si vous avez, alors, pour ceux qui ont les moyens évidemment, parce que ça demande de l'argent, mais encore une fois, ça dépend de vos objectifs, mais s'entourer de professionnels de santé, c'est jamais de l'argent foutu en l'air, hein, faut le savoir. Je pense qu'investir sur sa santé, c'est ce qui est de prioritaire. Et si vraiment c'est dans vos objectifs, bah, faut vous donner les moyens aussi de les remplir et prendre un prépa ou un coach compétent, prendre un suivi kiné, prendre un nutritionniste ou aller voir un diète, c'est toujours quelque chose qui est pertinent. Encore faut-il s'entourer des bonnes personnes, mais ça c'est autre chose. Ouais, ça c'est clair. Comment sont organisées du coup tes journées en ce moment, maintenant que t'as un petit peu modifié tout ça? Comment ça s'organise? Ouais, donc je travaille donc là, juste à partir du 2 janvier 2024, je travaille sur 3 jours et demi. Avant, j'étais sur 4 jours. Du coup, je travaille du lundi au jeudi après maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis libéré du temps pour en avoir plus pour mes activités secondaires, du coup, parce que ça me prenait trop de temps. Et là, j'étais en vrai sur les 3 4 derniers mois, ça commençait un peu à emballer au niveau des suivis sur du 7 jours, en fait, 7 jours sur 7. Donc c'est plus viable. Fallait que je me libère du temps. Déjà de un parce que moi c'est compliqué de travailler tout le temps et de deux parce que je suis pas tout seul à l'appart et que la vie euh, en dehors du boulot c'est quelque chose d'aussi important et que ma copine a beau être très gentille, il faut pas non plus que je déconne trop et que je joue avec sa patience. Donc elle est déjà très gentille, il faut aussi accorder du temps aux personnes qu'on aime. Bref, du coup le lundi je bosse toute la journée au cab, je fais du soit 8 heures, soit 9 heures, ça dépend un petit peu, je termine à 19h30, une demi-heure, 1 heure de pause pour manger. Le mardi, je découpe ça où je me cale 2 heures dans la journée fixe sur lequel je mets zéro patient. Avant, j'en mettais quand j'avais pas le choix. Là, c'est soit tu te débrouilles pour un autre créneau si vraiment la santé c'est important pour toi. Bah, le créneau qui est une demi-heure après, peut-être tu vas faire l'effort de venir. Mais moi, je mettrais pas ma santé entre guillemets, je me mettrais pas dans le malus pour te voir pour le coup. C'était quelque chose j'ai eu du mal à faire ça, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment servi. Et puis finalement, tu te rends compte qu'il y a pas mal de gens aussi qui peuvent. Et tant que tu mets pas devant le fait, ils te sucent la moelle, tu vois, des petits vampires, il y en a. Avec tout le respect que j'ai pour les patients. Mais du coup, je me cale 2 heures non négociables le mardi, mercredi, et le vendredi, je m'entraîne tranquille parce que je bosse pas. Et le jeudi soir aussi, je ne travaille pas, donc je vais m'entraîner aussi. Et du coup, mes horaires sont variables. Là, vu que j'ai ralenti, je vais faire des journées un peu plus longues, puisque il faut quand même que je finisse les traitements que j'ai en cours avec les patients que j'ai actuellement.
Donc j'ai le même nombre de patients à voir en une demi-journée de moins, donc il va falloir quand même que je recale un peu tout ça. Donc là, je sais que je vais être un peu en flux tendu sur 1 ou 2 mois, mais ça va le faire. Et après, par contre, je terminerai un peu plus tôt. On parle de 19h et ça peut pousser jusqu'à 20h, 20h30 en fonction de si c'est vraiment vraiment chaud. Là où avant c'était tout le temps après 20h. D'ailleurs, c'est marrant ça parce qu'il y a des gens, je sais pas si toi c'est pareil, Étienne, mais qui te demandent, bon, bah, moi je peux que à 19h30 ou 20h, et je dis, bah, moi je peux pas. Il me dit, bah, pourquoi? Je dis, bah, tu termines quand de bosser? Et il me dit, bah, 19h. Je fais, bon, c'est pareil, en fait. On peut pas, à un moment donné, faut rester cohérent, je peux pas faire le Ouais. service de nuit, quoi. Et Je sais pas si c'est déjà arrivé ce genre de situation. ça m'est évidemment déjà arrivé. Quel conseil tu donnerais pour les nouveaux diplômés qui commencent, je sais pas, un remplacement ou un assistanat et justement qui savent pas jusqu'à quel horaire bosser, combien de jours travailler par semaine. On se fait vite manger par le volume. On s'adresse ici que à ceux qui veulent faire du bon travail. Ceux qui ne veulent pas sont évidemment pas sur ce podcast. Mais On voilà, tirera dessus plus qu'est-ce tard. que tu pourrais leur apporter? Moi, déjà, je pense qu'en vrai, faut être honnête avec soi-même et ça dépend de tes objectifs. En tant que jeune diplômé, il y en a, on va pas se mentir, veulent faire de l'oseille. Et c'est ok de vouloir faire de l'oseille. Bien sûr. Il y en a qui veulent bosser 1 mois et demi ou 2 mois et partir 1 mois en vacances. Ça se fait beaucoup chez les jeunes diplômés, justement. Ils partent à la Réunion, hein, Étienne. Partez à la Euh, Réunion, c'est trop bien. donc du coup, déjà, est-ce que ton objectif principal c'est ça ou pas? Si c'est ça, tu vas forcément faire des horaires, mais prends des vacances même assez régulièrement. Parce que moi, je l'ai fait pendant allez, 7, 8 mois sans vac, c'est pas viable, honnêtement, des gros horaires comme ça. Moi, je te conseille de avoir tes objectifs, garder tes activités et travailler autour de ça. Faut pas que le travail n'empiète trop sur ta vie privée, en tout cas au cabinet au début. Après, ça dépend de tes objectifs, encore une fois, les principaux, mais déjà faire le début de journée, fin de journée, pour moi, c'est compliqué. Tu peux pas faire à 8h, 20h30, c'est pas viable. Ça se fait. Mais par contre, à la fin, t'es rincé, faut savoir qu'après, t'auras l'énergie pour quasiment rien d'autre. Euh, voilà. Globalement, je penserais, je dirais ça. 4 jours. Si tu fais ça, pas plus de 4 jours par semaine. Il te faut quand même du temps de repos et du temps pour toi. Tu peux bosser sur 5 jours, mais il faut diminuer tes horaires. Clairement. On est sur des horaires plus flex, où tu commenceras un peu plus tard, tu termineras plus tard ou à la même heure, ou tu commenceras plus tôt, mais tu termineras plus tôt. À toi de voir en fonction des patients que tu as aussi, ceux pour qui tu as envie de pousser un peu plus ou non. Il faut savoir aussi que bah si tu suis la page de Tienne, c'est que certainement tu es actif. Si tu es actif et que tu as envie de travailler dans le sport, faut que tu aies des patients qui soient actifs aussi, qui travaillent dans le sport, et eux sont comme toi et ils travaillent aussi, donc matin, midi ou soir, en général. Donc ça, faut le prendre en compte, parce que si tu fais du 10h, midi, 16h, 18h, tu n'auras pas d'actifs dans ton cabinet, C'est sauf les ça. post-op, mais tu n'auras pas d'actifs. Donc c'est vraiment un management à avoir, ouais, un microcosme à réfléchir. Ouais, je suis carrément d'accord. Et faut aussi pas se surestimer non plus et savoir qu'on est humain et donc si on fait un 8h 20h à partir de 17h 18h, notre capacité de réflexion, de concentration commence à fortement diminuer. Donc la qualité de nos bilans, si on en a, est fortement diminuée. Les bilans, essayez si possible, de les caler plus tôt dans la journée si vous voulez faire des gros horaires. Euh, et voilà, soyez honnête avec ça, de pas pousser trop si c'est votre pratique et votre réflexion qui en pâtit derrière. Intéressant ce que tu dis, surtout si tu veux faire de la qualité, comme tu disais, et être honnête avec toi et avec le patient aussi. Parce que lui, a priori, il vient parce qu'il a une problématique qu'il a envie de régler. Si t'es pas capable de raisonner correctement parce que tu es trop fatigué, tu n'aides pas cette personne-là. Et ton travail est moins utile, du coup. Ça m'arrivait d'annuler des journées, moi, ou des après-midi, parce que j'étais vraiment trop dans le malus, fièvre et tout. Viens pas, tu vas payer pour rien, je te le dis honnêtement. C'est que pour que je te mette sur la table et que je sois dans le malus complet en faisant de la mobilisation thoracique, pas d'intérêt. Pour toi, en tout cas. Je suis d'accord. On va passer sur un chapitre sur l'EBP. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est l'EBP?
Ouais, le BP, ça vient d'Evidence-Based Practice, avec mon bel accent anglais. Donc c'est en gros quelque chose qui dit que bah, finalement tes décisions cliniques, la majorité du moins, doivent être orientées euh, grâce à ce qui a été prouvé par la science. Tu me dis, tu m'arrêtes si, euh, si je dis n'importe quoi, Étienne. Donc grosso modo, bon, il y a plein d'articles qui sont faits, il y a plein d'études qui sont réalisées pour évaluer par exemple, ok, quel serait le meilleur traitement pour telle ou telle pathologie. Donc il y a des essais cliniques. Euh, Tu prends un marqueur, tu fais ton essai, tu reprends le même marqueur, tu vois quelle est l'évolution globalement. Ça va te dire si ton traitement était efficace ou non. En fonction de ça, du coup, tu vas avoir un résultat, une conclusion, et ça va te donner une indication auquel la science a montré que, bah, voilà, en réalisant cette manœuvre pour ce type de patient qui a cette pathologie, on a eu tel résultat. Et ensuite, à toi de décider si le résultat t'intéresse ou non pour le mettre en place sur tes patients. Donc, l'idée, c'est vraiment que tu ne fasses pas du hasard et n'importe quoi avec les gens et quand même que tu les orientes vers quelque chose qui fonctionne. Globalement, c'est ça l'approche EBP, on va dire. À pas oublier le P de practice, du coup, qui met aussi dans le triptyque la pratique et donc du coup l'expérience du praticien. Puisque tout, en vérité, n'a pas été prouvé par la science, puisque bon, déjà, c'est la science quelque chose qui est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire qu'il y a d'autres études qui vont être menées demain, qui vont peut-être nous amener d'autres résultats, etc. Ce qu'on faisait il y a 10 ans ne se fait plus maintenant, parce que la science a évolué. Pas pour autant que maintenant on sait que ce que faisaient certaines personnes il y a 10 ans n'était pas efficace. À l'époque, eux, ils pensaient que ça était parce que des études montraient que peut-être c'était efficace aussi. Donc on va pas non plus leur jeter la pierre. C'est très bien. Maintenant, évidemment, quand on parle de kiné, on parle d'un individu qui est en face de nous, et donc du coup c'est une personne, et évidemment il va falloir qu'on fasse des traitements qui sont personnalisés à ces problématiques. Et parfois, ce n'est pas représenté dans les études, puisque c'est un ensemble de plein de personnes, et on va en tirer les résultats généraux. Voilà. Ça, c'est pas mal ça, je trouve. Stylé. C'est une très belle intro, je pense, assez juste et assez modérée, ce qui est rare sur les réseaux, mais comme tout, rien n'est modéré sur les réseaux sociaux. Bon, ça bosse pas, c'est Tout est toujours dans les extrêmes, bien sûr. Euh, Toujours facile de se cacher sous la volonté de faire du buzz pour dire juste de la merde. Ça marche toujours. Aujourd'hui, donc on voit pas mal d'extrêmes, donc justement sur les réseaux, certains qui ne jurent que par, enfin qui se revendiquent EBP et qui ne jurent que par la science, et on a l'impression qu'ils ont jamais fait le lien entre ce qui est écrit sur le papier et la pratique. Euh, et on a qui se revendiquent en général le pas EBP, qui sont que dans les croyances, la pratique, l'empirisme. le tantrisme. Euh, ouais, certains. Autant les deux peuvent avoir raison. Simplement, c'est deux approches qui vont être limitées et foncièrement qui vont se heurter à un mur au bout d'un moment, puisque pas assez raisonnées. Euh, quels sont quelles sont les dérives que toi t'observes un peu dans le BP en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses qui te, peut-être pas qui te choquent, mais qui t'énervent plus que d'autres? Euh, Ouais, il y a pas mal de choses qui m'énervent, et c'est pas de leur faute en vrai, mais notamment, je suis dans un cadre où on est 10, et on est amené à avoir pas mal de stagiaires, et ça c'est cool, et c'est fatigant aussi de s'occuper d'une personne ou de plusieurs, parce qu'elle viennent à plusieurs toute la journée. Et en fait, le problème c'est qu'à l'école maintenant, en tout cas à l'école au niveau de Nantes, ils sont très très orientés raisonnement clinique et EBP. Et c'est bien, on va pas mentir, c'est ce qui est le plus important. C'est pas bien forcément sûr. ce que j'ai eu à fond. Moi, j'ai eu rapidement des cours de recherche en dernière année de kiné. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre. En fait, ils prennent l'abstract, donc du coup l'intitulé, grosso modo, la conclusion, et ils disent, ok, tac, tac, ok, il a dit ça, cet article. Les élèves, ils ont du mal à lire et à interpréter justement cet article-là. Et en fait, globalement, avec des chiffres, tu peux faire dire vraiment tout et n'importe quoi, si tu le souhaites. Si tu arrives à bien manipuler les chiffres, à bien manipuler les mots, tu peux globalement tout faire. Je peux te montrer que 0 égale 1, en vrai. J'en ai déjà fait la démonstration mathématique. Euh,
Mais c'est pas vrai. Et du coup, ça pose vraiment un problème quand toi, tu essaies de leur enseigner quelque chose qui vient de ta pratique et qu'ils te disent non parce que c'est noté ça. Oui, mais moi, je suis pas là pour t'apprendre à lire un article. Je suis là pour donner mon expérience, orientée évidemment avec le BP, mais il faut aussi prendre la partie pratique et ces personnes-là ont du mal à l'entendre et à l'accepter. Euh, et c'est intéressant ce que tu dis parce que on parlait de formation tout à l'heure. Il existe énormément de formations sur l'épaule, par exemple, on va dire. Et globalement, toutes quasiment disent la même chose et utilisent les mêmes articles pour illustrer ce qu'elles enseignent. Pour autant, pourquoi est-ce que tu choisirais une formation plutôt qu'une autre? Ouais. Le formateur. Et qu'est-ce qui fait la différence avec le formateur? Son expérience, son interprétation, sa pédagogie. Exact. Pédagogie, expérience du formateur, pouvoir lui poser tes questions, pour pouvoir avoir l'opportunité qu'il te réponde via son expérience à son expérience clinique. Et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que les étudiants, il y en a plein qui font des formations parce qu'ils ont envie de se former, ils sont full EBP, mais ils choisissent une formation pour le formateur qui leur apporte l'expérience qu'ils refusent d'entendre quand ça vient du cadre de leur stage quand ils sont à l'école. C'est pas faux. C'est fou. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on fait plusieurs formations. J'ai fait plusieurs formations sur l'épaule pour voir plusieurs formateurs et avoir des retours de plusieurs expériences. Pourtant, est-ce que j'ai fondamentalement appris quelque chose sur la science de l'épaule? Non. Par contre, sur les retours cliniques, sur l'expérience des formateurs, sur comment ils ajustent, comment ils adaptent quand telle et telle situation apparaissent, là, ça m'apporte. C'est ce que je viens aussi chercher dans les formations, c'est ce qui a le plus de valeur, l'expérience et l'application pratique sur le terrain. La théorie, on la trouve partout, on peut la trouver sur Internet. Mais J'ai un, les échanges de vécu, ça c'est plus rare et plus j'ai un précieux à collègue, mes yeux. je suis complètement d'accord avec toi, j'ai un collègue qui m'avait dit, quand j'avais dit que je faisais une formation sur l'épaule la première fois, il m'a dit, mais tu connais déjà? Je lui ai dit, bah non, je venais de commencer. Et il me dit, bah, en fait, pourquoi tu l'as payé ta formation? Il me dit ça. Il me dit, pour que quelqu'un réunisse toutes les informations pour toi, qui sont accessibles, en vrai, gratuitement. Les agences te les donnent et t'apportent son expérience par-dessus. Pour qu'ils facilitent, en fait, si tu veux, ton raisonnement, quoi. Mais en fait, les infos, si tu les veux, tu les as par les livres, il y en a plein, et par les études aussi. Donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant ce qu'il a dit. C'est une phrase qui m'a marqué pour le coup. Je me suis dit ah bah c'est vrai mec. En vrai c'est vrai. En fait des fois nous on paye parce qu'on a la flemme et c'est bien. Et il y a des gens qui n'ont pas la flemme et qui le font pour toi. Et ça c'est bien. C'est ça, mais c'est ça dans beaucoup de choses. Si, je sais pas, je suis un patient, je me suis blessé, si je ponce tous les articles scientifiques, je vais trouver ma pathologie et le traitement. Mais il Oui, faut que je passe 3 ans, 1 an à me former à comment lire une étude, 1 an à me oui. former à, à toute l'anatomie, et puis derrière, c'est ça. Mais en fait, on paye tous les services qu'on paye, c'est juste pour gagner du temps et parce on peut pas tout apprendre et on peut pas passer du temps à tout faire. Euh, Ouais, énormément de trucs sont gratuits et accessibles et c'est vraiment cool. Il faut juste savoir où regarder et ça c'est plus compliqué parce que c'est un monde de charlatans, si on va pas se mentir, il y en a pas mal qui disent trop et n'importe quoi. Et démêler le vrai du faux pour ceux qui ne connaissent pas, c'est compliqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est quand toi, tu sais, enfin, tu es persuadé de savoir, du coup, tu n'as pas la science infuse, mais en tout cas, tu as les bonnes méthodologies et tu peux t'estimer légitime à enseigner quelque chose et que tu dois te justifier du fait que ce soit vrai ce que tu dis parce qu'il y en a 25 000 qui disent l'inverse. Compliqué. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, ouais, savoir les services, comme tu disais, hein, Étienne, savoir, pour les étudiants, savoir lire les études. Très important, savoir lire les biais, savoir reconnaître des biais, avoir des bases solides déjà avant de lire une étude. C'est-à-dire que tu peux lire une étude sur le renfort, mais si fondamentalement tu sais pas comment faire du renfort, qu'est-ce que tu en tires? Si tu sais pas si sa méthodologie appliquée dans le traitement est cohérente avec ses objectifs. Tu as fait un post qui était incroyable sur ça, d'ailleurs, sur la prévention, il me semble, dans le hand, c'est ça? ouais. Euh, C'était ça, ouais, exact. Mec, c'est totalement ça. Que Ils ont sorti une étude, ils ont foutu dire ce qu'ils voulaient. Et après, derrière, si tu mets n'importe quoi à l'intérieur de l'étude, c'est ça. Et par ils contre, vont dire. j'ai pas trouvé le conflit d'intérêt qui les a menés à dire ça. Quel intérêt ils avaient à mener une étude sur 9 mois aussi mal faite? Euh, donc l'étude, c'était, ils voulaient prouver que
je sais pas ce qu'ils voulaient prouver, mais leur conclusion c'était que le renforcement avec bande élastique et les étirements ne réduisaient pas le risque de blessure, de sursollicitation aux épaules. Donc pour des Moi, je handballeurs, pense, et vas-y. moi, je pense que c'est parce que leur ostéo, il était sur la sellette et il fallait qu'ils trouvent une justification pour regarder. Et du coup, ils ont dit que la kiné, ça servait à rien et que le seul vrai truc, c'était la thérapie manuelle. Alors, j'aime les ostéos, C'est- en vrai, il y en a des très bons, on va pas se mentir. Bien C'est sûr, juste pour la vanne. mais c'est un peu ça dans l'idée. Ils ont forcément un truc à gagner. Ils peuvent pas juste incompétents, parce que une étude pour la publier, il faut payer. Ouais. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, Et parlons des études, justement. Donc, du coup, moi, je t'ai expliqué, j'avais fait dans mon, dans mes mémoires une revue systématique. Et du coup, pour faire une revue systématique, il faut noter les articles que tu inclus dans ta revue. Et c'est cross-examinateur. Donc, il y a plusieurs personnes qui étudient les études et leur donnent une note. Donc, moi, j'avais fait ça avec Score Pedro. Je sais pas si ça te parle. Non, bien peut-être pas. sûr. Ok, super. Et en fait, le problème, donc, si tes études ont une bonne note, tu peux l'inclure dans ta revue systématique ou dans ta méta-analyse. Si elle n'a pas une mauvaise note, si elle n'a pas une bonne note, tu vas l'exclure. Du coup, ça peut garantir, si tu veux, d'une certaine qualité des études. Le problème, c'est que cette échelle, ce score Pedro, note la forme de l'étude, pas le fond. Donc, ça veut dire que si tu sors des études qui ont une forme correcte, mais dont le fond n'est pas correct, par exemple, ton étude sur les hand valeurs, probablement que la forme était correcte, c'est-à-dire qu'ils ont bien rédigé, c'était Carrément. bien encadré, etc. Pour autant, le fond était merdique, bah, il se retrouve quand même inclus dans la méta-analyse. Ça me fait chier parce que si j'ai retrouvé que 3 articles, j'ai quand même un tiers de mon étude qui est biaisé. Et si on l'évalue Je sais. avec l'échelle Pedro, elle aurait peut-être 10 ou 11 sur les 11 Ouais, items. Parce exact. qu'effectivement, tout est randomisé, c'est fait peut-être, Tout je sais est plus blind, si, tout est, ouais, ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Il y a assez d'échantillons, etc. Et au final, l'intérieur, le fond de C'est vide. l'étude est nul. J'ai aussi trouvé une étude qui disait qu'après une chirurgie d'épaule, le fait de consommer de l'alcool permettait une meilleure récupération. Ouais. Bon, c'est cool. Intéressant. C'est bien, buvez les mecs, Une buvez. bonne nouvelle pour les alcooliques. Ça En fait, jouait sur la douleur à court et moyen terme, hein. Selon, il faut que je mm, la creuse. Je vous mm. ferai un petit post dessus. C'est quand même étonnant parce qu'il y a plein d'études qui montrent que la consommation d'alcool justement augmente les douleurs tendineuses. Donc C'est c'est avant-gardiste ce c'est que tu fou, nous hein. sors. Ouais, mais il y a une Voilà, étude, donc c'est vrai. Je suis EBP. certainement, certainement. Je vais creuser cette étude. Je pense il y a beaucoup de choses à en dire et on va se marrer. Il y a ça qui est intéressant. Il y a aussi l'échantillonnage enfin, quelle population tu as pris dans ton étude. Et, euh, et ça, c'est encore plus intéressant parce que à partir du moment où ça, c'est vrai dans une étude, si tu prends une population hétérogène, ton étude elle est globalement vraie, mais pas pour tout le monde. Si tu prends une population où c'est que chez les gens de 17 à 20 ans, tu peux en conclure que c'est vrai de 17 à 20 ans. Tu peux pas conclure que c'est vrai pour toute la population. Ok. Et ça pose un problème parce que généralement, justement, c'est trop hétérogène. Trop hétérogène. Les niveaux de pratique sportive sont trop différents. Ça veut dire quoi quelqu'un d'entraîné? Personne ne l'a défini. Ça veut dire qu'il fait de la muscu, mais muscu quoi, une fois par semaine, une fois par semaine. Fait combien de temps qu'il en fait? Un an, ok, super. Mais quelqu'un qui a commencé il y a un an et quelqu'un qui a commencé il y a 5 ans, ils sont pas expérimentés de la même façon. Du coup, potentiellement, les effets seront différents aussi entre une personne ou l'autre. Enfin bref, c'est énormément de choses qui rentrent en jeu et en fait, les personnes, en tout cas, ceux qui lisent, certaines personnes, pas toutes qui lisent les études, ne vont pas jusque là. Et du coup, se disent, bon, bah, c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour tout le monde. En fait, je dis ça, par exemple, pour les pathologies d'épaule et ceux qui disent que les exercices sont spécifiques sur les pathologies, sur les personnes souffrant de pathologies d'épaule ne servent à rien. Quand tu sais que dans ta classification, tu peux sous-classifier, etc., ils ont pas fait le taf, enfin, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Tu inclus des gens de 60 ans, c'est des tubes de dentifrice. Quoi que tu fasses, ça marche. Tu peux même faire des squats, ça marcherait. Ça ferait plus bouger. Et là C'est où ça. d'autres, les mecs s'entraînent 4, 5 fois par semaine, ont des contraintes hyper spécifiques, Tu peux ils font déjà. tu peux nous expliquer l'image du dentifrice? Ouais, ouais. Alors ça, c'est une image que j'aime bien. J'ai appris dans ma formation optimiser la rééducation de l'épaule avec Thomas, en training thérapie. C'était il y a 2 ans, je crois. C'est un truc qui a marqué, c'est qu'en fait, dans la vie, et faut pas le prendre mal en vrai, il y a des personnes qu'on peut comparer à des tubes de dentifrice, tubes de dentifrice plein et tubes de dentifrice vide. Et il y a des gens qui sont tellement déconditionnés, et c'est une réalité, hein. Il y a vraiment des gens qui sont déconditionnés. Quoi que tu leur fasses faire,
tu vas en tirer des bénéfices. Une personne qui marche 15 minutes par jour, tu l'as fait doubler son volume de marche, elle ira mieux. Pourtant, son activité physique hebdomadaire, c'est 30 minutes, c'est pas ouf du tout. Il y a des personnes, à contrario, qui se développent physiquement, font énormément de sport, ont énormément de contraintes dans la vie toujours physique et psychologique aussi potentiellement, on va quand même le garder. Mais de par leur volume, si tu veux, hebdomadaire de sport ou d'activité physique, on va dire, font que, bah, finalement, il faut savoir où appuyer pour en tirer quelque chose. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Sinon, on n'aura pas de résultat. Et donc, eux, ça s'apparente plutôt à des tubes dentifrice qui sont vides. Il faut être précis dans ce que tu demandes pour en tirer les adaptations que tu souhaites. Et ça, c'est intéressant parce que tu peux jauger avec l'expérience une personne aussi et réussir à la classifier un petit peu dans tel ou tel secteur, mais pas tout le temps. Enfin, à mon sens, tu peux le faire sur ça, même au sein même d'une même personne, tu peux adapter ou non certains exercices. Certains exercices, tu n'auras pas besoin d'être très précis. D'autres, tu auras besoin d'être un peu plus pointilleux pour tirer des effets que tu souhaites. Donc, je trouve que c'est assez intéressant comme vue, comme vision pour comprendre un petit peu, déjà de un, comment tu peux agir avec le patient qui est en face de toi. Donc, est-ce que tu as besoin ou non d'être précis? Et de deux, bah, pour l'analyse des études, en analysant la population qui a été sélectionnée aussi. C'est ça. Et donc pour ceux qui travaillent dans la kiné du sport et qui veulent chercher des études, si vous voulez savoir quelle étude lire en priorité, lisez celles qui ont étudié des sportifs bien entraînés. Si vous bossez avec ce genre de sportifs, puisque c'est avec eux qu'on va voir qu'est-ce qui marche vraiment assez loin dans la rééducation. Si on fait quelque chose, je sais pas, une méthode de thérapie manuelle ou un exercice sur des sédentaires qui ont mal au dos, il y a énormément de choses qui vont marcher. Pour autant, on saura pas expliquer réellement quel exercice aurait été le mieux. Alors que si on fait une étude sur des sportifs qui sont déjà bien entraînés, il y a très peu de choses qui vont les faire progresser encore plus. Maintenant, c'est intéressant, ce que j'ai dit, par exemple, avec le protocole Fermons Plus, je sais pas si tu connais, c'est pas le joueur de foot. Protocole de Non. renforcement pour des joueurs de foot. Ça a été fait comme ça, en tout cas en prévention des croisés, il me semble. Je suis pas sûr pour la prévention des croisés, donc je le mets avec des pincettes, mais il me semble que c'est ça. Parce qu'en général, quand c'est le foot, les études, c'est pour la prévention des croisés. Ou les lésions, C'est des ischio-jambiers. des ischios. Mais Ah, elles sont pas lues, visiblement. Elles sont pas lues par les coachs. Et il dit ce protocole que, bah oui, inclure ce protocole améliore les capacités physiques et réduit leur risque de blessure. Très bien. Mais en fait, c'est que des personnes qui faisaient rien avant. Donc, oui, faire du sport et du renforcement améliore ta condition physique. C'est juste dire ça, en fait, l'étude. C'est pas le protocole Ferrous plus. C'est l'activité physique. Ou du renforcement musculaire, en tout cas. Ciblé, améliore les conditions de la personne en face de toi. Et c'est normal, logique. En vrai. Tu mets dans le space plein. Elle faisait rien avant, tu lui fais faire un truc, ça va mieux. C'est exactement ça. Donc avec les footballeurs, on sait que c'est les croisés et les ischios qui sont particulièrement touchés. Et toi, avec les athlètes que tu as en réhab, quelles sont les problématiques récurrentes que tu rencontres avec eux? CrossFit, principalement épaules, dos, genoux. Beaucoup d'épaules. Énormément. En général, donc, classification des douleurs d'épaule, on peut avoir une épaule raide, épaule instable, épaule d'origine acromioclaviculaire ou autre, type cervicale ou thoracique, sur des douleurs qui sont plutôt irradiantes d'origine cervicale et autres, et douleurs d'épaule douloureuse d'origine sous-acromiale. Donc ça, c'est une classification, et ensuite, tu peux faire plein de sous-classifications. Ce qu'on appelait avant plus communément les bursites ou les conflits sous-acromiaux. Ça se dit plus trop maintenant, mais juste le terme a changé, mais en réalité, c'est ce qu'ils veulent dire par là, et c'est la conséquence de quelque chose d'autre qui fait qu'il y a une surcharge d'un groupe musculaire ou l'autre. Bref, important en général, c'est le tendon du supraépineux et le tendon de l'infraépineux, mais ça peut être autre chose, et les origines peuvent être autres. Donc c'est ça que je retrouve le plus en tout cas sur l'épaule dans le crossfit, douleur d'épaule sur la suspension ou sur l'haltérophilie, puisque c'est des mouvements qui sont à haute vélocité. Et en général, ils augmentent leur charge drastiquement. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas le principe de progressivité, ou s'ils pensent le respecter, il est biaisé dans leur tête. Ils savent pas vraiment ce que c'est, parce que tu passes de pas savoir faire de
traction, ah, t'as appris à faire un keeping, et du coup, t'as appris à faire un kicking pull-up. Et du coup, vu que t'es content et que tu peux WODer, et que dans ton WOD, il y en a 50, et bah t'en fais 50, alors qu'il y a 2 jours, tu sais pas faire une traction. Complexe. Complexe, et puis après, derrière ça, ouais, mais je suis pas assez rapide, donc je vais apprendre à faire les butterflies, et etc., etc., etc. En haltéro, principalement, c'est suite à un déficit de mobilité, principalement, ou de force. En vrai, quand même, la force rentre dans le paradigme de la mobilité, et inversement. Enfin, pour moi. Mais on peut pas être mobile si on n'est pas fort. On parle pas de la même force. Je pense que chacun a une définition de la force différente, mais moi, je parle vraiment d'être fort dans les fins d'amplitude. Qu'on soit clair sur ça. Et du coup, bah, tu vas venir euh, compenser avec d'autres structures, ils vont prendre le relais. S'ils sont pas capables de le faire, il va y avoir une surcharge au niveau d'un groupe musculaire, et ça va provoquer des douleurs un petit peu. En général, c'est plutôt tendineux. Mais voilà. Ou un manque de stabilité. Ça, c'est pour les épaules, j'en vois énormément parce que je suis plutôt spé là-dedans. Et je vois pas trop de problèmes de dos. J'en ai eu un petit peu. En général, c'est triste à dire, mais et ça fait un peu, tu recules de 10 ans, mais c'est ce que les gens disaient. Transverse. Les gens ne savent pas l'activer, ou du moins ils l'activent mal. Et le corps, en fait, c'est ORE, de façon générale, c'est-à-dire euh, pareil au niveau des grands fessiers. Un problème de force sur la course interne ici, donc sur le pattern d'extension de hanche, qui fait que ça kiffe pas ou peu, donc surcharge des lombaires derrière. Douleur de dos. Le CrossFit, c'est un sport qui est intéressant, mais c'est toujours dans le même plan. Du coup, ils s'exposent pas assez aux contraintes rotatoires. Donc, dès qu'ils s'exposent parce qu'ils sont fatigués, ils ont pas l'habitude d'y aller. Je parle par exemple sur du dumbbell snatch, où sur la fin, tu détériores grandement ton mouvement pour essayer de maintenir le pace. Ouais, mais là, tu vas venir prendre fort dans tes flexions, rotation, flexion, rotation, flexion, rotation, et ton carré des lombes, tu le vois jamais comme ça, donc il est pas apte. Donc c'est ce que je retrouve pas mal dans le CrossFit aussi, et pour le dos. Et pour le rugby, pour le coup, épaule à fond, parce que je vois beaucoup d'avant, donc dans le pack, qui ont aussi des problèmes de mobilité à ce niveau-là. C'est-à-dire que si t'es pas capable de faire ça, là, et que t'as un gaillard qui t'a juste en dessous, parce que t'es numéro 2 et qui remonte, et qu'ensuite derrière tu te fais bouger, et que ton bras il fait comme as, et que t'as pas la mob, bah mon pote ça fait mal, et tu te luxes, bah mais c'est comme ça. Il faut être fort. Et sinon, Assez fort pour pour le arrêter un rugby, rugbyman lancé à pleine allure faut être fort. avec son épaule. Faut être fort. Et même quand tu te fais, ouais, c'est ça, clairement c'est ça. Et pubalgie, beaucoup, beaucoup parce qu'ils font pas de renfort spé sur ça. Et c'est marrant. Ils reprennent terrain mouillé, hiver, terrain dur, bam, ça vient impacter direct, changement de direction, changement d'appui, adducteurs qui bossent jamais parce qu'ils font soulevé de terre squat, mais ils travaillent jamais de façon spé. Je leur ai dit de le bosser, ils l'ont pas fait. Bah écoute mon pote, tu reviens 3 mois plus tard avec ta pubalgie, t'as fait les exos? Non, bon bah, Donc ouais, clairement dans le CrossFit et le rugby, c'est deux populations bien distinctes, qui n'ont pas les mêmes contraintes, donc pas les mêmes blessures. Au niveau de la réhab, ça doit être assez différent avec eux. Comment tu arrives à gérer ce que tu vas leur donner à travailler et par rapport à la charge qu'eux aussi vont avoir dans leur entraînement qu'ils vont peut-être maintenir? Ouais, c'est clairement différent et c'est plus facile à planifier dans le CrossFit que dans le rugby parce qu'il y a un facteur que tu maîtrises pas dans le rugby, c'est les impacts déjà. Euh, Là où dans le CrossFit, en vrai, tu peux tout maîtriser si la personne elle fait confiance à 100%. Le problème c'est que ils aiment bien aller un peu là où ils peuvent pas trop aller. Et un des trucs qui est vraiment compliqué dans le CrossFit et dans le rugby aussi, c'est pareil, c'est la quantification de la charge de travail du coup pour pas les surcharger. Parce que tu leur donnes des exos à faire en réhab, et en fait, eux ont du mal à comprendre que c'est de la charge de travail, la réhab. C'est quelque chose, si tu la pousses bien et que tu fais ça bien, ça va induire des adaptations, et ça va te demander des efforts. Et ces efforts, ils vont s'additionner dans ton capital effort de la semaine. Et si tu continues à avoir ton rythme normal, tu vas juste avoir plus de travail, et en fait, autant pas faire de kiné, tu vois. Parce que je fais que les aggraver dans ce cas-là. S'ils sont déjà en surcharge, et que je leur rajoute de la charge de travail, et qu'ils continuent à faire comme ils faisaient avant, finalement, je fais juste que de la rajouter de la charge de travail. Et en fait, eux ont du mal. J'ai l'impression qu'il y a eu un switch complet où t'es passé de les médecins qui disaient repos complet, faut pas faire. Il y a plein de gens qui ont dit non, mec, repos complet c'est de la merde, et ce qui est vrai aussi. Et ils ont décidé de prendre ce qu'ils voulaient entendre, et ils ont pas dit que c'est pas parce que repos complet c'est de la merde, c'est qu'il faut continuer à faire comme tu fais déjà.
Il faut que tu adaptes. Tu peux faire moins, mais il faut adapter ton travail. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit qu'il fallait pas se reposer qu'il faut que tu continues à faire le même travail qui te fait mal, en fait. Parce que ça va pas s'adapter comme ça. Il va falloir que tu travailles tes myofibres spécifiquement, certaines choses spécifiquement, que tu diminues ton élément stressant, que tu augmentes tes capacités du coup, et en plus, du coup, tu seras moins irritable, donc potentiellement plus chargeable, pour ensuite reprendre progressivement tes activités. Et il y a des gens qui ont du mal à l'entendre ça, et je comprends, ils sont frustrés, mais en fait, ça va pas avancer. Et ils décident quand même de faire le repos complet. On l'a tous fait, on va pas se mentir. Et je m'arrête une semaine, 2 semaines, et je reprends pleine balle. Ah bah j'ai de nouvelles balles. Bah ouais, mais c'est normal, mec. Ça marche pas comme ça. Repos complet, c'est pertinent si t'as eu le temps d'une retirer active sur 2 jours. Ça le fait, mais quand c'est quelque chose qui traîne depuis plusieurs mois, ça sert absolument à rien. Il faut te prendre en charge, et il faut que tu acceptes de régresser certaines choses, travailler tes points faibles pour mieux revenir derrière. Et ça, les crossfitters ont du mal à le faire. Parce qu'ils ont envie de faire des muscle-up, ils ont envie de s'amuser, et on ne peut pas leur enlever. Et au rugby, ce qui est plus compliqué, c'est la gestion du prépa, qui a prévu sa séance, la gestion de l'impact, la gestion de l'entraînement spécifique, la gestion des matchs, parce qu'ils ont des matchs chaque semaine. Et donc ça, c'est des moments où il y a la haute intensité. Au CrossFit, il n'y a pas de compète chaque semaine. Et si ton athlète a une compète, tu sais qu'il a une compète dans 3 mois, tu peux le planifier. Donc là, on est plutôt sur une planif ondulatoire, avec plein de micro-cycles, en fait, où c'est assez compliqué de gérer pour le rugby. Voilà. Comment tu gères justement ces micro-cycles dans le rugby? Ouais, je polarise un peu l'entraînement. Enfin, j'essaie de le faire en tout cas. Je sais je suis en contact avec les coachs, du coup, je sais à peu près quels sont les plans d'entraînement du jour. Je sais à peu près le lundi ils font ça, le mercredi ils font ça, le vendredi ils font ça, 3 heures par semaine, et le dimanche ils ont match. Je sais qu'ils ont, normalement, après, il y a eu pas mal d'intempéries, donc ça a changé au niveau du planning, mais ils ont 3 semaines de suite où il y a match, une semaine off. Donc ça déjà, ça me permet de planifier au niveau de la récup, d'augmenter potentiellement l'intensité. En général, le lundi, le mardi, c'est plutôt basse intensité. Donc sur les exercices, les intentions que je vais leur demander, elles sera pas forcément élevée, il faut qu'ils récupèrent. Je vais augmenter tranquillement l'intention des exercices, par exemple, travailler sur du nerveux, la mobilité extrême, ou du travail de force, en vrai, le mercredi. Et le vendredi, du coup, je vais diminuer tranquillement, faire un peu de potentiation pour les préparer pour le match le dimanche, globalement. Voilà. Super Ça m'intéresse aussi de intéressant. savoir s'ils jouent ou non le dimanche, parce que s'ils jouent pas le dimanche, je vais planifier différemment, bien évidemment. Je préfère qu'ils jouent pas, ça me permettra de faire plus de choses, mais eux, ils préfèrent jouer, donc je pense que ça serait qu'ils Évidemment, jouent. c'est toujours on essaie de dealer entre les objectifs. De toute façon, l'athlète, s'il vient te voir, c'est parce qu'il veut retourner jouer. C'est pas parce qu'il veut faire de la réhab. Sinon, il viendrait pas. J'ai un petit, j'ai un jeune là, il est venu me voir, fracture du condyle fémoral, sur un Ah changement oui. d'appui, mais à la con, tu vois. Et je lui disais, bon, mec, moi, ça va mieux, t'as fait ta mobilité, etc. C'est pas trop mal. C'est quoi tes objectifs? Parce que le chien, grave cool, il a dit, mec, carte blanche. Donc, j'avais dit ça, tu dis, bon, chien, il est jeune, il a 16 ans, dans sa mère, bon, on va jusqu'où, carte blanche, laisse carte blanche et tout, bon, bah, super. Et du coup, je vais voir le petit, et je lui dis, ah, tu veux quoi? Il me dit, je vais avoir des grosses cuisses comme toi. J'étais, non, j'ai même pas de grosses cuisses en plus, tu vois. Et du coup, ça, c'est marrant, parce que tu peux aussi t'amuser et mettre plein de trucs. Quand les gens sont cool, tu peux vraiment faire des choses sympas quand ils sont impliqués, qui te font confiance. Pardon, Ouais. je te coupe. Bah, je suis clairement d'accord. Et c'est des patients avec qui les séances se passent d'autant mieux parce qu'on arrive à développer d'autres objectifs, d'autres qualités physiques. Et en fait, quand ils sortent de chez toi, ils sont encore meilleurs que ce qu'ils étaient avant de se blesser. Parce que fatalement, si on les ramène au même niveau auquel ils étaient à la blessure, c'est que c'est pas assez en fait. Ils risquent, Bah, sinon, ce serait pas blessé. c'est ça. Donc il y a des chances qu'ils se reblessent. Après, il y a toujours les cas où c'est des choses traumatiques, imprévues, comme sur un environnement très chaotique qu'est un terrain de rugby pendant un match. On peut pas tout prévoir, même si l'athlète est au taquet, il peut toujours se manger un coup de boule dans le zygomatique et, euh, et revenir 3 semaines après pour la Coupe du Monde. Ouais. Bah, une fois, il y en a un mec qui est aberrant, ça, mais c'est bizarre quand même, ce truc. C'est bien, je Bizarre suis comment ça. content, mais faut avoir des couilles quand même pour y aller. Moi, j'y serais pas allé, perso. Moi, j'y Ouais, serais bah pas il y allé. avait Et puis, même en tant que coach, comment tu mets ton joueur? Tu sais pas. T'as l'incertitude, t'es sur une Coupe du Monde, tu sais pas s'il sera à 100% ou pas, parce que psychologiquement, il peut y avoir un truc. Il peut lâcher complètement psychologiquement pour une peur sur un instant T ou autre, parce que potentiellement, s'il va à l'impact à ce moment-là, sa carrière elle est finie. C'est possible, c'est une possibilité.
comment est-ce qu'il va réagir le joueur par rapport à ça. Donc ils doivent se connaître évidemment, mais moi j'aurais pas pris ce risque perso. C'est un pari de ouf, mais c'est des enjeux de ouf aussi. Ouais. Et au final, on m'avait envoyé une étude qui me prenait justement des joueurs élites en rugby qui avaient ce type de fracture, pas exactement la même, mais on était autour du zygomatique. On parle d'Antoine Dupont pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu rugby, qui s'était fait opérer et au final ils ont pu reprendre en 3 à 4 semaines comme lui, sans avoir jamais récidivé, sans avoir sans s'être aggravé. Donc c'était plutôt encourageant à ce niveau-là. Après, peut-être que ce que je viens de te dire, du coup, était biaisé par mon ignorance sur le sujet. Très certainement. D'ailleurs. Après, il y avait 13 ou 14 joueurs dans l'étude. Donc peut-être que le 15e c'était Antoine Dupont qui aurait récidivé, tu vois, Ouais. on sait jamais ce qui se passe. On va changer un petit peu de sujet, se recentrer sur toi. Johan, qu'est-ce qui t'intéresse en dehors de la kiné? Et t'aurais fait quoi si t'avais pas fait kiné? C'est une bonne question. J'ai voulu faire kiné assez tôt quand même, donc la question elle s'est pas vraiment posée longtemps. Néanmoins, moi c'est quelque chose que j'aime vraiment, euh, c'est transmettre des choses. Donc, en général, c'est autour des compétences, des connaissances, pardon. À un moment, j'avais pensé à être donc là à l'heure actuelle, si je suis pas kiné, je te dis tout de suite, je m'oriente vers la prépa physique. Comme ça, je serai pas physique, pas kiné. Si j'ai le droit de prendre cette voie de C'est de secours, la je la prends triche, tout de mais suite. Voilà, comme ça, on est carré, on en discute plus. Ou sinon autour des neurosciences du sport, de la science de l'entraînement, etc. Ça m'intéresse. Mais par rapport à mon appétence pour la transmission de connaissances, je pense que j'aurais bien aimé être prof. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va se profiler plus tard. J'en sais rien pour l'instant. En tout cas, c'est quelque chose qui où j'en réfléchis. Je réfléchis à ce sujet-là, donc séminaire, formation ou autre. Le problème, c'est que putain, les gens sont ingrats. Et je me suis dit ça. Je serais bien dans un collège-lycée. Et après, je me suis rappelé au collège et au lycée. Je me suis dit non, c'est mort. C'est mort. Les élèves, même moi à l'époque, hein, trop ingrats. Flemme de passer mes journées à avoir des petits mecs qui jouent les insolents. qui J'ai s'en envie de faire foutent autre de ce chose que de ma tu vie. racontes parce qu'ils attendent juste la pause pour aller voir les filles ou fumer une clope derrière la haie. Exactement. Derrière la haie, au skatepark, une clope. Mais donc ouais, il y a une diff entre être enseignant dans le bas âge, même entre la fac et enseigner à des diplômés si on reste dans la kiné, entre des Mm. étudiants de première année et entre des kinés diplômés, c'est pas du tout le même public, pas du tout la même approche. Évidemment. Évidemment. Et la question, la réflexion que j'ai là sur collège, lycée, c'est parce que en fait, je me posais la question avant de vouloir faire kiné, parce que c'est à cette période-là, dans l'environnement que j'ai connu, que je me posais cette question-là. Mais en fait, en seconde, je savais que je voulais faire kiné, donc je me suis pas posé la question plus longtemps que ça. En fait. Par contre, c'est quelque chose, comme je te disais, la transmission de connaissances que je développe, que j'apprécie, que je faisais pendant les études avec mes potes quand ils avaient des difficultés sur certaines thématiques, même en kiné, j'hésitais pas à les aider, on faisait des grosses partages, s'ils ont des questions, on me pose, je reçois des messages parfois sur Insta, j'y réponds, on échange pas mal avec des gens de la TTS et autres, et c'est vraiment, vraiment intéressant et stimulant. T'as eu si j'ai bonne mémoire, le prix du meilleur guide dans notre promo de la TT School. Ouais, mec, c'est sorti de nulle part, je m'attendais pas en vrai. C'est Donc ça m'a fait que extrêmement plaisir, j'étais un peu ému, parce que c'est pas quelque chose, je fais pas ça pour avoir de la reconnaissance, tu vois. Et juste je de fais même pas l'argent. ça pour, ouais, c'est ça. Je fais même pas ça pour qu'on le remarque ou pour qu'on me remarque. Mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est dans mes valeurs. Et le fait qu'on le remarque sans que j'essaye volontairement de le mettre en avant et que je fasse semblant, tu vois, ça m'a touché. Ça m'a touché. Mais tu m'étonnes, Donc mais voilà. même moi, tu m'as aidé tout au long de la formation. Dès que j'avais une question, t'étais tout de suite là pour y répondre. J'ai essayé, mais je Et, suis pas non plus une machine. et t'es, t'es bon, t'es très bon. Justement, pour faire suite à cette volonté de transmettre, t'as déjà présenté un séminaire en présentiel Je le premier, la semaine prochaine, la semaine prochaine. le 14 janvier. J'ai déjà fait des transmissions de connaissances de façon
plus informel auprès de confrères. Donc notamment sur la thématique de l'épaule, on a fait plusieurs week-ends de ça. Donc ça a pris du temps. Je me suis rendu compte qu'en fait, avec mes connaissances, je pouvais faire une formation. Parce que je pensais que je parle beaucoup, je pensais dû le voir là. Et du coup, je pensais que ça durait pas longtemps, ça a duré longtemps. On l'a fait en 2 fois. À plusieurs reprises, parce qu'il y en a qui n'avaient pas pu venir et que moi ça me plaisait de le faire. Ça me permettait d'entraîner et de travailler mes skills à l'oral. Et là, du coup, le premier dans 2 semaines et un autre le 25 février de prévu, mais secret pour l'instant sur la thématique. Ok. Le C'est pas premier moi qui aussi, il est l'organise. secret? Le premier, non. Le premier, il n'est pas secret. Le premier, c'est moi qui l'organise avec mon collègue sur l'épaule traumatique du CrossFitter, justement, où on s'est réservé aux coachs, aux étudiants STAPSiens et potentiellement BP, mais il faut avoir quand même des bonnes bases en maths parce qu'on va passer rapidement dessus, on n'est pas là pour apprendre la lettre aux gens. Et sur lequel il y aura plusieurs modules sur notamment voilà la définition de la mobilité, flexibilité, différence mobilité, flexibilité, enfin, du classique, équilibre versus stabilité, c'est intéressant, euh, l'évaluation de la mobilité et pardon, de l'activation musculaire pour évaluer les potentiels déficits. En général, c'est en lien avec les déficits de mobilité, on va pas se mentir. Et derrière, plein d'exercices plus pertinents que ce qu'on peut voir parfois en box de CrossFit qui semblent être assez aberrants quand même, on va pas se mentir, avec des intentions qui sont aux abonnés absents. Et donc du coup, ça sert à rien. J'ai vu que t'y avais passé pas mal d'heures. Je pense que ça se compte même pas. Donc je pense que ça va être quelque chose de très qualitatif. Quand Merci. le podcast sortira, je pense que le séminaire aura déjà eu lieu. Mais allez voir ta page Insta. Du coup, c'est là-dessus qu'on peut retrouver les infos pour les futurs séminaires. Je pense, ouais. Donc, complètement sur Insta pour l'instant, pas de site web de prévu. C'est pas dans les plans de toute façon, donc ça sera sur Insta. Je vous dirai le lien à la fin, si jamais vous le souhaitez. Bien sûr. Ce sera noté en description dans tous les cas. Ok, Ok. on va passer sur les questions un peu plus ou moins rapides. Rapid fire questions, plus ou moins. Quelle est ta meilleure musique pour TPR? Putain, faut que je réfléchisse. Normalement, ça se réfléchit pas ça. J'en ai plusieurs. J'ai de l'Iron Maiden, elle est pas mal. Oui. Fear of the Dark. J'en ai une autre d'Eminem, ça retourne à l'époque où je faisais du rugby, où j'écoutais dans le bus avant d'aller au match. Il y avait soit Survival, soit Kings Never Die. Incroyable. Si vous avez pas vu le film Southpaw, si vous aimez la boxe, incroyable. Là, je vous montre avec Jane Gyllenhaal. Ah, J'ai ça, si, j'ai vu. Si, bien sûr, j'ai vu. Excellent. ah, incroyable. Il est bon, hein. Il est pas mal. Ouais. Et sinon, j'ai de la Il est musique sec. il est sec. Avec un peu plus d'instru. Euh, Ça peut être des trucs d'instru, genre, par exemple, euh, l'OST de 300 sur la mort de Leonidas. Ouais. Et sinon, Des trucs très épiques, très puissants. truc assez épique. Et sinon, mais je perds pas souvent, donc je gagne pas souvent. Et sinon, j'en ai une autre, c'est God of War Ragnarok. Ok. Parce que c'est incroyable. Le morceau est incroyable. Oui, je l'ai Pour aussi. ceux qui connaissent pas God of War, c'est incroyable. Elle est dans la playlist. Kratos. C'est vrai? Ouais, bien Pas sûr. pas mal. Brian, Pas il m'a mal. sorti de la musique classique. Bon, mais Brian, il est un peu bizarre. C'est un fou. Mais Brian, Ok. quand tu sais qu'il est essoufflé en marchant, tu dis que bon, des fois on va écouter un peu Ouais, il a... à moitié de ça. Quel est ton exercice préféré? TGU, fort. TGU pour ceux qui ne Turkish Get connaissent Up. pas. Turkish Get T'es Up. un, t'es un malade. Le kiff, mec. C'est incroyable, c'est exo. Il est vraiment versatile. Ah oui, par Tu vas contre, avoir ouais. beaucoup de transferts sur ça. Bien sûr, ça c'est clair. Tu conseilles de le... Après, j'ai le bench aussi, j'aime Si... bien le bench parce que les pecs, c'est sympa. Ouais, on veut toujours plus de pecs. Euh, Ceux qui connaissent pas le TGU et qui veulent s'y mettre, tu conseillerais de commencer comment? S'ils Avec une veulent l'inclure chaussure. dans un cycle. Ah, comment on l'inclut dans du travail? Tu peux le faire. T'es pas obligé de le charger déjà pour commencer parce qu'il faut que tu apprennes la gestuelle. Moi, je te conseille de le mettre avec une chaussure que tu mets à l'envers où tu mets ton poids. Faut pas que ta chaussure elle tombe déjà. C'est un bon début. Une fois que t'as ça, déjà je fais pas en reverse. C'est de la merde. Faut jamais faire ça. Donc quand l'anse elle est en bas et que la boule elle est en haut. Donc c'est bottom up. Hmm.
Et ensuite, sur le format EMOM, parce que j'aime bien le format EMOM, c'est très facilement quantifiable, c'est pour ça que je l'apprécie. Donc tu peux bien quantifier ton entraînement sur ça. Et tu te mets des petits EMOM de 10 minutes au début avec une charge légère, ça se fait très bien, et tu augmentes progressivement la charge. Tout simplement. Tu gardes ton EMOM 10, tu gères sur ton RPE. Dès que tu arrives à un RPE relativement facile sur ta charge, tu montes la charge. Fin d'histoire. De toute façon, la kettle, ça monte assez rapidement. Ok, ça monte pas de 1 kg, 1 kg. Donc t'inquiète que tu vas te prendre une belle bastos quand tu vas augmenter ta kettle la prochaine fois. Le TGU avec Alter, une option ok ou pas du tout? C'est option. Je préfère la kettle, mais c'est une option, pourquoi pas. Ok. Ah, faut se L'exercice faire la que main un peu. tu, l'exercice que tu détestes. Les pull-ups et le squat. C'est pour ça que j'ai travaillé. Il Et faut ouais, travailler une sur fois les que tu... tests, c'est très important. C'est ça, ouais. C'est souvent on déteste juste les choses où on est mauvais, mais c'est purement c'est purement un biais cognitif. Donc bosser Mais ce que j'aime vous les aimez pas détester. et vous ouais, il y a cette relation aussi. Les tractions quand tu commences c'est tellement ingrat. Ouais. T'as aucun ressenti, Mm, c'est juste t'es pendu comme un cochon à ta barre et y a rien qui se passe. mm, mm, mm. Et puis même quand tu commences à avoir des ressentis, tu te regardes dans la vidéo après, tu fais, ah frère, c'est n'importe quoi. Mes omoplates, ça bouge dans tous les sens. Je tire d'un bras, l'autre il subit, j'arrive en haut. Mais il faut le faire. Et moi, je conseille, pour le coup, si je peux me permettre, de pas Bien mettre sûr. d'élastique sur les tractions. C'est insensé pour moi. Parce que les gens qui arrivent pas à tirer, déjà, ils n'arrivent pas à tirer bras tendus. En fait. C'est-à-dire que la position haute, ils arrivent à la maintenir un minimum, mais la position en bas, impossible. Or, l'élastique, ça délaisse vraiment fortement. Moi, je préfère vraiment faire de l'excentrique en vrai. Je trouve que c'est plus pertinent. Et de faire de l'excentrique jusqu'au bout. Donc, tu vas à l'échec de l'échec. Tu vas pas à l'échec où t'es là et après tu lâches. Non. Là. Là, ça devient Pour, intéressant. pour ceux qui n'ont pas l'image, il est vraiment allé jusqu'à Allez, bras voilà. tendu et Bras tendu. scapula relâché, donc monté en fin de sonnette externe. Faut regarder l'image, sinon vous verrez pas le magnifique front d'Étienne. Il sera, il sera que sur YouTube. L'exercice ou la modalité d'entraînement la plus sous-cotée selon toi? L'isométrie, tous les jours. Mais tous les jours. Moi, je pense que c'est une aberration que les gens n'incluent pas d'isométrie dans leur entraînement. C'est ce que j'en pense et je le pense depuis très longtemps. Et je suis content parce que, en fait, j'étais à l'école de kiné. Alors, faut savoir que si tu veux être un bon kiné, toi qui nous écoutes et que tu es kiné, il faut que tu sois intéressé déjà par ton métier. Si t'es passionné, c'est encore mieux, il faut que tu sois intéressé. Et je pense vraiment qu'il faut que tu pratiques. Et que t'attendes pas d'être diplômé pour commencer à pratiquer aussi une activité physique, au moins. Ça, c'est mon avis perso, mais je le mets là. Et du coup, bah, j'essayais de l'inclure dans des modalités d'entraînement quand je m'entraînais à la salle à l'époque. Et la seule truc que t'apprends l'isométrie à l'école, en tout cas que moi j'ai appris, c'est l'isométrie antalgique. Je sais pas ce que toi t'as appris, Ouais, c'est Étienne. vrai. Ah ouais. Et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est pas possible en fait. Il y a tellement plus à faire que de juste faire de l'antalgique sur l'iso. Notamment d'autres propriétés que tu peux, enfin d'autres qualités tissulaires que tu peux travailler avec l'isométrie. Qualité tissulaire et neuronale aussi, on va pas se mentir, c'est pas que tu travailles sur le tissu, mais aussi tu travailles sur le système nerveux central et périphérique. Et je trouve que c'est vraiment sous-coté, et donc j'ai fait des recherches pas mal sur ça avant d'être diplômé, je trouvais pas beaucoup, on va pas se mentir, parce que je pense que je savais pas où chercher. On en revient sur ce qu'on disait quand tu sors et que t'as pas les capacités et les connaissances de faire des recherches proprement et de lire correctement des articles. C'était clairement mon cas. Donc c'est quelque chose qui s'acquiert en pratiquant et en travaillant. Mais du coup, je me suis pas mal renseigné sur des podcasts, où j'ai lu les articles qui étaient listés dans les podcasts, avec Fred Cossé aussi, il en parle pas mal, c'est intéressant, tout le système FRC, FRS plutôt, pardon, qui en parle aussi, apprendre avec des pincettes, à savoir adapter, évidemment, c'est pas un système que tu recraches, mais ils en parlent et c'est intéressant, et toutes les pratiques et les essais que j'ai fait sur moi-même avant de le faire sur des patients aussi. L'isométrie, pour moi, c'est une vraie arme dans le métier de kiné. Je suis absolument d'accord. Ça a été aussi la réponse de Brian. Donc on avait pas mal développé dessus. Euh, et je suis d'accord avec le fait qu'il faut l'appliquer. Pour moi, c'est une une des modalités qui est encore plus importante à appliquer sur soi pour l'imprégner et pour la comprendre. Pour comprendre que juste en changeant un angle, une position articulaire, une intention, on change complètement le signal qu'on envoie à nos tissus et le ressenti derrière.
euh, et sur l'intensité qu'on met dans cette isométrie, qu'on peut faire varier. Et vu que de l'extérieur on voit rien, on peut pas l'appréhender juste sur la théorie ou juste en regardant des vidéos, juste en écoutant quelqu'un en parler. Il faut l'appliquer pour la comprendre. C'est pour ça que c'est très compliqué de, de corriger, mis à part sur la position, ton patient, sur les intentions qu'il met. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose entre lui et lui-même, sur certains types d'isométrie. Il faut qu'il joue le jeu. Et s'il le joue pas, tu n'auras pas les effets que tu cherches. S'il le joue, par contre, c'est redoutable. Mais ça, tu peux le voir un peu à sa gueule quand même, on va pas se mentir. Tu mets le overcoming, tu vois le mec, il est en dilettante, tu le vois. Tu lui dis, écoute, Ouais. frérot, arrête de te foutre de ma gueule. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose que faut que la personne joue. Faut jouer le jeu. Et il faut prendre en compte aussi, comme le système FRS, que ça engendre de la fatigue. Et ça, c'est important dans la planification. Je sais pas si vous avez vraiment déjà fait une séance de mobilité. Mais mec, si tu fais une vraie séance de mobilité, avec des vraies intentions, tu sors t'es cramé. Tu vas pas faire ça et après lui faire un WOD où il va venir chercher sa force max. Pas possible. Donc, planification de l'entraînement, dans la charge, dans la gestion de la charge de ton athlète, de ton client, de ton patient, il faut aussi prendre en compte ça. Et tu mets de l'overcoming, avec ton système nerveux, tu vas le cramer, il faut le savoir. Ça va être dur. Est-ce que tu peux détailler, expliquer un peu pour ceux qui connaissent pas la différence, enfin, qu'est-ce qu'une isométrie overcoming par exemple? Ouais, bien sûr. Alors, en gros, l'isométrie, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une contraction musculaire dans laquelle il n'y a pas de changement de longueur musculaire, à proprement parler. En réalité, il y en a quand même une. Elle est transversale, juste. C'est tout, parce que ton muscle, il se contracte, donc forcément, il gonfle. Ça change légèrement la longueur musculaire. Euh, il y a plusieurs types d'isométrie, et ce qu'on appelle isométrie overcoming, c'est quand tu vas venir essayer de pousser contre une charge qui est indéplaçable. Tu n'as pas les capacités physiques de la déplacer, soit parce qu'il y a trop de poids dessus, soit parce que c'est vraiment indéformable, genre tu essayes de pousser un mur. A priori, tu vas pas pousser le mur. Donc ça, c'est une modalité de contraction isométrique. Donc ça veut dire que tu vas vraiment venir pousser contre une charge qui est indéformable, indéplaçable, tu n'as pas les capacités de déplacer cette masse. Et mais de par l'intention que tu mets dans ce travail isométrique-là, tu vas rentrer quand même dans un continuum isométrique qui s'approche de la tendance concentrique du mouvement. Donc tu vas aussi en bénéficier des avantages que t'offre cette modalité de contraction. À l'inverse, tu as aussi l'isométrie en yielding ou en tenue, où du coup tu vas te placer dans un secteur angulaire que tu as envie de travailler de façon précise pour X ou Y raison. Bref, le choix t'appartient. À partir du moment où c'est justifié, pourquoi pas. La charge, tu peux la déplacer, mais tu vas vraiment essayer de la maintenir en place au même endroit sans céder. Tu vas garder ta position et tu vas éviter de céder. Forcément, avec la fatigue et la gravité, a priori, elle va t'entraîner vers le bas. Et du coup, bah, tu vas te rapprocher du continuum excentrique. Et du coup, tu vas bénéficier des effets que t'offre cette modalité de contraction aussi, légèrement. Très haute étape quand tu places cette dernière en course externe pour la mobilité, par exemple. Et pour moi, cette isométrie yielding, elle est très dure à pousser réellement. Je pense que il faut être relativement avancé pour réussir à la pousser jusqu'à céder malgré une intention de maintenir ta position. Et le mental joue énormément là-dessus. Si t'es pas concentré, si tu penses à ce que tu vas bouffer ce soir ou quoi que ce soit, tu t'es même pas dans une isométrie yielding, t'es dans un excentrique. Donc c'est quelque chose qui qui demande énormément de concentration et de volonté et qui finalement, je pense, est assez peu appliqué réellement euh, par par incompréhension simplement. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est que la façon dont tu l'utilises, donc le mouvement aussi dans lequel tu peux l'utiliser, l'exercice dans lequel tu l'utilises, bah, sauf si tu fais sur un exercice en isolation, il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en jeu, qui peuvent céder plus vite que ce que tu as envie de bosser. Par exemple, je pense à un isométrie en yielding sur on va dire un sumo deadlift, par exemple, ou un sumo squat, bref. Sumo deadlift, on va dire ça comme ça. Généralement, c'est pas tes cannes qui cèdent, c'est ton dos. C'est la rigidité de ton tronc. Mais c'est intéressant si tu le places pour ça, du coup, puisque tu travailleras dans cette optique-là. Mais si ton objectif c'est d'améliorer, je sais pas, ta force dans le cadre de ta mobilité ici, bah, faut savoir que tes jambes auront beaucoup plus de capacité que ton tronc. Donc du coup, tu n'en retireras pas les bénéfices que tu aurais pu en retirer, puisque
ce qui va céder avant et qui va t'empêcher de continuer à faire l'exercice n'est pas le groupe musculaire que tu essayes de travailler. Donc c'est vraiment ce que tu dis, Étienne, c'est super intéressant. Il faut vraiment savoir comment l'appliquer, à qui l'appliquer, et essayer de trouver l'exercice pour lequel son application sera réellement efficiente. Et pour ça, il faut connaître ton athlète ou ton patient. Donc bref, vraiment bien. Carrément. Super intéressant. Ça, pour ceux qui nous écoutent, c'est des données qui sont précieuses. Ceux qui ont eu le Quelles, courage de rester jusque-là. jusque-là, ouais. Quelles sont les performances sportives que tu aimerais réaliser un jour? Une série Rien de de la 5 foot. tractions. Ah, ta gueule. Je suis désolé. Allez, là, objectif 2024, en vrai, ça va le faire tranquille, parce que là, c'est juste un peu technique, un peu de canne, mais ça serait là mon objectif principal. Je travaille sur l'haltéro pas mal, donc 70 à l'arraché, ça va venir. Aller un petit 85, j'aimerais bien déjà quand même, ce serait pas mal. Et aller chercher un 120, peut-être c'est un peu beaucoup comme ça. Je sais pas, un 100, 110 épaulés jetés, 150 au squat, parce que je suis une merde. 150 au squat, je le veux. Voilà. Et après, les pull-ups, j'aimerais un jour avoir mes 30 unbroken, mais je pense qu'il faut cycler fort sur ça. T'as pas le choix. Il faut que tu cycles spécifiquement pour aller les chercher. Ouais, Le problème, c'est que là, je commence à prendre un peu trop de masse, donc je m'alourdis. Et si je les travaille pas régulièrement, je me prends le bus quand j'y retourne. ça Donc c'est voilà. clair. Et hors CrossFit, il y a des choses qui t'intéresseraient à passer ou pas? À développer? Des choses qui t'intéressent ou pas, pas Si tu particulièrement? veux, j'ai pas envie de faire de marathon. Il y en a d'autres. Il y a de l'apnée, il y a du vélo, il y a du Ouais, triathlon, il y a, je sais pas, il y a du tir sportif, il y a du ski, pas particulièrement. non, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai joué à un bon niveau au rugby. J'ai pas forcément envie de passer plus de temps que ça sur les autres pratiques sportives parce que pour l'instant, et je te dis pour l'instant, là on est le 4 janvier, c'est le sport que je pratique. J'aime bien être quelqu'un de polyvalent. J'ai jamais été, en gros c'est fort nulle part mais bon partout, tu vois. En gros quand j'étais plus jeune, mes potes ils voulaient faire un truc, je voulais être là, savoir jouer et le faire bien, tu vois. Et tant que j'ai pas réalisé mes objectifs dans la pratique sportive que je fais actuellement, je me projette pas dans une autre. Mais peut-être que je me projetterai dans une autre. Tu vois. Peut-être, par exemple, j'aimerais bien faire un marathon KB. Moi, j'aime bien la kettle. Ça peut être intéressant de faire une compète de kettle. Du mace lifting aussi, je trouve ça assez intéressant. Donc, on Ouais. pourra faire un marathon sur ça. Ça peut être des beaux objectifs, mais je me projette pas encore sur ça. Ok. Tu veux finir le jeu avant d'en commencer un nouveau. Exactement. C'est bien dit. Finir le jeu ou Euh, commencer à jouer dans mon cas. passer le didacticiel. Il y a Brian qui te demande l'anecdote la plus drôle que t'as eue dans ta vie de kiné. J'en ai une là qui me vient en tête. Et elle est drôle pour moi, moins drôle pour le patient. Mais bon, on va pas se mentir, entre kinés, des fois, on rigole un peu de nos patients. Ouais, Faut clairement. pas s'en cacher. En vrai, l'histoire est triste. C'est pour comprendre un peu mieux pourquoi ça s'est passé, en vrai, parce que ça aurait pu ne pas se produire. Donc, j'étais en stage, j'avais fini mes études, mais j'étais en stage quand même, j'attendais pour faire plus d'horaires pour mon alternance. Donc, dans un cadre du sport, dans un très bon cadre du sport. Et on m'avait laissé un patient neuro, qui souffrait de pathologie neurocentrale. Lui, pour le coup, suite à un accident, il avait mon âge que j'ai actuellement. Donc, il avait 27 ans, assez jeune, du jour au lendemain. Pas dur pour lui. Ouais. Et il avait du mal à l'accepter. Et donc, il voulait pas mettre de couche. Ce que j'entends. Parce que du coup, il n'avait plus le contrôle de son sphincter. Donc, c'est un peu compliqué. On retravaillait sur ça. On retravaillait un petit peu sur du dynamisme de jambes, la mobilisation active, activité, etc. Et c'était pendant la canicule. Donc, il faisait bien chaud. Dans une salle non climatisée, sans fenêtre. Et je lui fais faire des petits pontés pelviens. Un, j'entends un père, je fais bon, compliqué. Deux, ah bah ça sort. Il fit sur la table. J'appelle ma tutrice parce que j'étais en stage. Bon voilà, il y a le monsieur qui a chié sur la table. Ah merde, mais par contre là j'ai pas le temps, je suis occupé, donc j'aimerais bien que t'ailles nettoyer s'il te plaît.
Donc, du coup, voilà. Une belle petite anecdote. Bien La marrante. tutrice qui t'a dit va nettoyer? Ouais. Mais cette tutrice, c'était un cas parce que j'ai pété un mec à cause d'elle. Vraiment. Pété, Euh, c'est-à-dire? ah ouais. Ah, je l'ai pété fort. Le mec était à J-1 J-2 de son OP LCA. Donc, les bancs croisés intérieurs, donc pour se repérer des croisés. Demande de lui faire des exercices. Donc, a priori, je vais pas me risquer à faire quoi que ce soit. Exercice hypertrophie, quadriceps et ischio, j'étais parti sur une séance somme toute classique. Non, non, je vois un truc un peu plus réfléchi. Parce que tu sais, quand t'es tuteur, t'aimes bien demander des fois de réfléchir à tes Hmm. stagiaires. Je dis ouais, mais comme il s'est opéré demain, je préfère continuer à faire ce qu'il m'a fait et voilà, quoi. Enfin, dans 2 jours. Et du coup, elle me dit non, réfléchis plus, je voudrais que ça bouge un peu plus, qu'il y ait plus de direction. Je dis, ok, putain, chaud quand même, il a pu le croiser, le type, il était un peu en surpoids en plus, j'étais pas trop confiant. Je lui propose un truc, elle me dit vas-y, on va sur ça. Et elle part. Donc elle me laisse solo dans le gymnase. Il fait l'exo. Donc c'était la marche du canard. Et elle venait me bouger un peu sur le côté, le crab walk plutôt, mais on venait chercher un peu de diagonale plutôt que de rester Mhm. sur un seul plan. Un, deux, clac clac, le genou qui store, il se pète, il crie. Je fais, oh putain, oh putain. Ah, je me sentais pas bien. Je l'appelle, la meuf a été plus en PLS que moi, elle savait pas comment réagir. Donc je le prends, je descends, je ramène de la glace, j'essaie de faire des trucs, tu vois, j'étais en stage. J'étais pas bien. Après, saut et tout après, et puis après on m'a appelé l'hôpital et tout, bref. Il va chez le médecin, du coup, il décide de voir directement ce qui se passe dans le genou, parce que l'opération était prévue, il avait pas repris son flexum, son genou était plus ou moins sec, un peu humide quand même. Euh, mais il arrive à le tendre, et en fait, j'ai flingué son ménisque, quoi. Son ménisque vraiment flingué. Ce qui n'était pas avant, ce qui n'est pas le cas avant. Et la meuf m'a mis tout sur le dos, quoi. Donc j'avais un peu le seum. J'ai rien dit, parce que j'étais en stage. Ouais, Mais t'as pas le RCT a choix de bien toute façon. fonctionné, je crois. T'as pas le choix, ouais. Donc Anecdote moins drôle. les tuteurs surveillez vos stagiaires et assumez parce qu'il peut se passer des Assumer choses. et essayer d'écouter un peu quand même, parce que c'est pas parce qu'on est tuteur qu'on a la science infuse, moi des fois des stagiaires m'apprennent des choses, on peut pas être bon partout, mais commencez pas à prendre des risques de ouf, hein. 2 jours avant, franchement, c'était assez inutile. Ouais, clairement. J'ai plein d'autres questions à te poser, mais on commence à être à 1h30 de podcast. Donc on va terminer par tes recommandations. Est-ce que tu as des comptes Insta, des chaînes YouTube, des livres, des choses comme ça à recommander à ceux qui nous écoutent? Ouais. En compte Insta, tu veux des gros comptes ou des comptes, somme toute, croissants, on va dire. Ce que tu veux. Évidemment, Lifting Theory, très bon compte. J'aime bien Léonard Sporkiné pour les kinés qui nous écoutent et qui aiment bien un peu réfléchir sur différents exercices. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec elle, c'est que c'est de comprendre pourquoi elle le fait. Ce genre d'exercice, les enroulements qui viennent de Pro FTS, c'est vraiment intéressant. Donc, suivez Pro FTS aussi, parfois, ça peut être intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le raisonnement qui en découle, surtout. Parce que voir l'exercice comme ça et l'appliquer s'il n'y a pas de raisonnement derrière, c'est absolument rien. On va pas se mentir. Fred Cossé, très bon compte pour ceux aussi qui aiment réfléchir. Moi, principalement, mon ça, c'est ça, en fait, quand c'est des comptes comme ça. Brian, Relief Triam, très intéressant pour No Power, qui fait aussi taf avec Margot, mais je crois que lui produit un peu plus de contenu sur la réhab, de mémoire. Et évidemment, vu que je suis plus niché, je suis plus des gens qui sont dans ma niche. Morgan Cross Physio, j'aime bien ce qu'il fait aussi, ce qu'il propose parfois, c'est intéressant quand même. Pour ceux c'est du contenu qui est assez rapide pour le coup. Moi, je sais que je fais du contenu qui est assez long, lui c'est assez rapide, c'est facilement lisible. Donc Ouais, ça, ça c'est se complète intéressant. bien. Ça se complète pas trop mal. Et ceux qui parlent anglais, The Curated Movement, je crois, ou The Curated Mobility, ça te parle ça ou pas? Curated Mobility, ouais. Pas mal. Très bon compte. Beaucoup de trucs mobility, certifié FRS. Alors, il fait que ça quasiment sur, euh, sur son compte Insta, mais ça peut vraiment donner des idées d'exercices de mobilité. Vraiment assez intéressant. C'est assez poussé par contre, hein. C'est pas du mobilité classique, il faut quand même comprendre les concepts. Ouais, il va pas Euh, forcément donner les clés de compréhension, il me semble, mais par contre, il donne beaucoup non. d'idées. Il Par contre, si t'as les faut, clés, voilà. tu peux avoir énormément d'idées là. Mais ouais, beaucoup Et de différents setups, beaucoup de différentes modalités, et c'est des choses très très intéressantes à comprendre, à réfléchir et à essayer de réappliquer derrière. ouais, carrément, carrément. Et je crois que j'ai que ça en tête. Après, évidemment, je suis d'autres comptes, mais
Training Therapy, par exemple, Thomas, que je remercierai jamais assez. Et en livre, en contenu, bah, j'ai bien aimé plutôt sur un autre aspect le livre de Fraser, Hard Work Pay Off. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Vraiment bien sur le mindset du sportif. Très intéressant. Fraser, pour ceux qui savent pas, bah, il a gagné 5 fois les CrossFit Games. Athlète complet qui a su se donner les moyens de travailler ses points faibles et qui s'est entouré des meilleurs pour les travailler spécifiquement. Et je trouve que ce chemin-là est intéressant. Il donne aussi quelques clés sur le mindset à avoir pendant une compète. Et évidemment, je ne vous conseille absolument pas de faire les workouts qu'il a mis dans son livre. Ok, on ne sait pas quelle sauce magique il a pris et quelles sont ses capacités. Par contre, moi, je suis sûr à 150% que vous n'avez pas ses capacités. Donc, commencez pas à essayer de faire comme lui. Faites pas les ouf. C'est sûr, c'est un bon disclaimer. Ouais. Et après, ouais, pas mal de livres sur la prep fille, etc. Moi, j'aime bien aussi 15 clés de leadership Mhm. qui viennent 15 les All Blacks en 15 leçons de leadership ou quelque chose comme ça. Je redonnerai le titre exactement. Intéressant aussi Ouais. sur le mindset. Et après en vrai, c'est de la prep fille, des livres comme ça que oui. Et je vous encourage à en lire aussi, pas mal de votre côté. Ça répond à ta question, non? Je pense, ouais, c'est pas mal. Ouais, carrément. Léona Ok. Sportier est très bon compte. Ouais. Elle est déjà dans le premier épisode. Ah ouais? Ouais. Putain. Mais ça revient, c'est archi quali ce qu'elle fait. Donc, Là, j'aime bien. J'aime bien. je vais voir si je peux la faire venir. Pour conclure, où est-ce qu'on peut suivre ton travail actuellement? Et est-ce que tu as des projets à venir dont tu veux nous partager l'existence? Oui. Alors, vous pouvez me suivre sur Instagram exclusivement sur mon compte Johan-PhysioRx. Donc ça peut être intéressant. Déjà, c'est mon compte sur lequel je poste à peu près 2 à 3 fois par semaine du contenu gratuit, des tips, des exercices, parfois des explications de concepts, parfois du debunk un petit peu. On peut pas dire ça, mais c'est la vérité. Et parfois des petites conneries parce que j'aime bien rigoler. Mes projets futurs, séminaire le 14 janvier, un autre séminaire le 25 février, vu que le podcast sortira, je peux le dire, ce sera sur la mobilité dans l'haltérophilie, en partenariat avec un coach de la boxe de CrossFit qui est coach en haltéro en fait. Donc ça va être très sympa. Pour l'instant, c'est les seuls projets que j'aime, mais il y en aura certainement d'autres. Je suis en train de voir pour faire d'autres séminaires un peu ailleurs, toujours sur l'épaule, puisque c'est mon secteur dans lequel je me sens le plus à l'aise, donc, et le plus légitime aussi, pour pouvoir discuter vraiment et avoir les clés et les réponses aux personnes qui s'interrogent et qui posent des questions. Parce que parfois, on va pas se mentir, on va pas tout savoir. Et peut-être dans un prochain podcast avec Étienne, parce que parfois c'était fort sympathique. Avec grand plaisir, tu reviendras parce qu'on a encore plein de choses à partager entre nous. Euh, Allez suivre Johan, super contenu, super gars. Merci d'avoir écouté et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel invité dans un nouvel épisode. Ciao.